Le monde avant la route de la soie, isolement et besoin de connexion. Salut à tous. Avant de commencer l'histoire de ce soir, fixons un petit objectif ensemble. 1000 j'aime sur cette vidéo. Ça aide cette série à grandir et ça nous montre que vous voulez plus d'histoires tranquilles sur l'histoire comme celle-ci. Maintenant, installez-vous confortablement. Prenons un voyage calme dans le temps vers un monde qui semblait bien plus grand qu'aujourd'hui. Il est facile d'oublier à quel point la vie était autrefois déconnectée. Bien avant les avions, avant que les navires ne traversent les océans, et même avant que les cartes ne relient l'Est à l'Ouest, la plupart des gens vivaient toute leur vie à quelques kilomètres seulement de leur lieu de naissance. Un fermier pouvait vieillir sans jamais voir une ville. Un berger pouvait voyager avec son troupeau et ne jamais savoir ce qui se trouvait au-delà de la prochaine chaîne de collines. Le monde n'était pas vide, il était simplement divisé par des obstacles plus grands que ce que les hommes pouvaient facilement franchir. Entre la Chine et la Méditerranée s'étendaient de vastes déserts, des montagnes glaciales et des terres où les étrangers parlaient des sons incompréhensibles pour l'autre. La communication était lente et les voyages dangereux. Un seul trajet entre royaumes pouvait prendre des années, si jamais il avait lieu. On ne pouvait pas simplement aller à l'ouest, pas sans nourriture, animaux, gardes et un peu de chance. Même alors, beaucoup de ceux qui tentèrent le voyage ne revenaient pas. Pourtant, l'être humain était naturellement curieux. Même séparés par montagnes et sables, les gens se demandaient qui d'autre existait ailleurs. Les commerçants, voyageurs et nomades transportaient non seulement des biens, mais aussi des histoires. Un grain de riz d'une vallée pouvait finir dans une autre, et avec lui venaient des rumeurs, de terres lointaines où l'or était courant, ou où les étoffes scintillaient comme l'eau. Personne ne savait si ces histoires étaient vraies, mais elles se répandaient quand même, transmises de feu en feu. On peut imaginer à quel point le monde devait sembler mystérieux à l'époque. Si vous viviez dans une petite ville, entouré de gens parlant la même langue et habillés de la même façon, l'idée que quelqu'un à des milliers de kilomètres fasse quelque chose de complètement différent, construire des pyramides, sculpter des statues ou porter de la soie, semblait presque irréel. C'était comme entendre parler d'une autre planète. Cet isolement a façonné les civilisations de manière intéressante. Chaque région développait sa propre culture, ses propres inventions et sa manière de penser. Les Chinois maîtrisaient la soie et le travail des métaux. Les Indiens affinaient philosophie et religion. En Mésopotamie et en Perse, les villes brillaient sous le soleil. Et à l'ouest, Rome était encore loin, croissant lentement. Chacun de ces lieux grandissait, apprenait et créait, mais séparément, comme des bougies brûlant dans différentes pièces de la même maison. Pourtant, lentement, ces pièces ont commencé à s'ouvrir les unes aux autres. De petits chemins se sont formés. Pas encore la route de la soie, mais des sentiers où les nomades guidaient leurs troupeaux et où les chasseurs échangeaient du sel ou des outils. Le long de ces chemins, les langues se rencontraient, les idées se mélangeaient et la curiosité grandissait. Sans s'en rendre compte, les gens se préparaient à quelque chose de beaucoup plus grand, une véritable connexion entre les mondes. Il est intéressant de voir que le commerce commence souvent par le besoin, pas par la cupidité. Un groupe avait de la soie, mais avait besoin de chevaux. Un autre avait de bons chevaux, mais voulait de beaux tissus. D'autres avaient des épices ou des métaux que personne d'autre ne possédait. Chaque besoin poussait les gens un peu plus loin, jusqu'à ce qu'ils finissent tout par se rencontrer. Mais cette rencontre, l'étincelle qui relierait l'Est et l'Ouest, n'était pas encore arrivée. Le monde l'attendait encore. Pour l'instant, la vie restait locale. La plupart des gens cultivaient, élevaient des animaux, priaient leurs idoles et transmettaient leurs histoires. Les voyageurs revenus de terres lointaines étaient traités comme des héros, ou parfois comme des menteurs. Leurs récits de villes brillantes et de déserts sans fin semblaient incroyables. Mais l'idée de peuples lointains et de ce qu'ils pouvaient posséder ne quittait jamais l'imagination. Elle flottait comme un rêve dont le monde ne pouvait se réveiller. Et ce rêve, de connexion, de savoir qui et quoi existait au-delà de l'horizon, mènerait finalement à l'un des réseaux les plus importants de l'histoire humaine. Une route, bien qu'en réalité pas une seule route, relierait royaume, empire et vie. Mais avant cela, il fallait une raison. Il fallait une étincelle, quelque chose de suffisamment précieux pour que le risque en vaille la peine. Cette étincelle commencerait en Chine, un tissu doux et brillant, qui deviendrait bientôt plus précieux que l'or. Mais nous y reviendrons dans le chapitre suivant. Pour l'instant,
Pensez simplement à ceci. Un monde tranquille, rempli de gens regardant vers l'inconnu, se demandant ce qui pouvait exister ailleurs. Le monde attendait la route de la soie. Il ne le savait juste pas encore. Les Parthes et les Perses, les intermédiaires du monde antique commerce, pouvoir et confiance, ces trois éléments se mélangent rarement facilement. Pourtant, pendant des siècles, un groupe a réussi à les équilibrer. Ils n'ont pas inventé la route de la soie et ne contrôlaient pas sa longueur entière, mais sans eux, cette route légendaire n'aurait peut-être jamais réellement fonctionné. Leur nom, les Parthes et les Perses, les intermédiaires du monde antique. Si vous pouviez suivre un fil de soie depuis le cœur de la Chine jusqu'à Rome durant les premiers siècles avant et après la naissance du Christ, il traverserait des déserts, des montagnes et des dangers sans fin. Mais quelque part entre l'Est et l'Ouest se trouvait une zone de stabilité, un empire qui comprenait que le pouvoir ne se mesurait pas seulement aux épées ou aux soldats. Il s'agissait de contrôle sur l'échange. Les Parthes le savaient mieux que quiconque. L'empire parthe s'éleva vers le milieu du IIIe siècle avant Christ, sur les ruines des anciens domaines d'Alexandre le Grand. Ils étaient d'abord cavaliers, puis bâtisseurs d'empires, et ils régnaient sur la terre qui reliait la soie chinoise à l'or romain. Leur capitale, Ctésiphon, se trouvait près de l'actuel Bagdad, un carrefour entre l'Asie et la Méditerranée. De là, les marchands parthes ne vendaient pas seulement des marchandises, ils géraient des relations entières entre des civilisations qui se comprenaient à peine. Ce qui les rendait brillants, c'était leur rôle d'intermédiaire parfait. La soie chinoise atteignait leurs frontières, souvent par l'intermédiaire de commerçants d'Asie centrale. Mais les Romains, ils ne rencontraient jamais directement les Chinois. Les Parthes contrôlèrent le passage, augmentant les prix, collectant des taxes et décidant qui obtenait quoi. Ils étaient comme les meilleurs courtiers du monde antique, et tout le monde dépendait d'eux. Bien sûr, leur succès suscitait la suspicion. Les Romains détestaient devoir acheter de la soie, symbole de luxe et de décadence, via un empire rival. Des sénateurs romains racontent que porter de la soie rendait les hommes faibles et efféminés. Pourtant, secrètement, ils en raffolaient. L'obsession de Rome pour la soie devint si forte que les routes commerciales parthes généraient pratiquement de l'argent. Mais revenons un instant. Les Parthes n'étaient pas les premiers Perses à maîtriser cet équilibre. Bien avant eux, l'empire achéménide, la Perse de Cyrus le Grand et de Darius, avait déjà construit quelque chose d'extraordinaire, la route royale. Cette ancienne voie reliait des villes comme Sardes et Suse, s'étendant sur plus de 2500 kilomètres. Les messagers pouvaient traverser l'empire en moins de 2 semaines grâce aux relais et aux étapes. C'était d'une certaine manière un prototype de la route de la soie des siècles, avant que la soie ne voyage vers l'ouest. En y réfléchissant, Perses et Parthes comprenaient quelque chose que la plupart des dirigeants ignoraient, que la communication et le mouvement comptaient autant que la conquête. Ils protégeaient leur route non seulement avec des armées, mais aussi par la diplomatie. Ils bâtissaient des alliances avec les tribus du désert, sécurisaient les cols montagneux et faisaient du commerce un instrument de paix autant que de profit. On peut facilement imaginer des marchands s'arrêtant dans les caravansérails parthes, ces auberges fortifiées où les voyageurs pouvaient se reposer, échanger des histoires et partager des rumeurs. L'air serait chargé d'épices, les verreries romaines scintilleraient, et des rouleaux de soie si fins qu'ils brillaient même à la lumière des bougies. Les transactions se faisaient en dizaines de langues, mais les Parthes s'assuraient que chaque échange passait par leurs mains. Leur contrôle ne dura pas éternellement. Au début du IIIe siècle de notre ère, les Parthes cédèrent la place à une nouvelle dynastie perse, les Sassanides. Ils étaient plus centralisés, plus ambitieux et tout aussi conscients de la valeur du commerce. Les Sassanides investirent massivement dans les infrastructures et la fiscalité, renforçant encore le contrôle sur la route de la soie. Ils améliorèrent les ports du golfe Persique et s'étendirent en Inde et en Arabie. Pour eux, le commerce était une forme de construction d'empire, non par l'invasion, mais par l'influence. Pour Parthes et Perses, la géographie était un destin. Ils se trouvaient entre des empires qui ne se comprendraient jamais vraiment, et pourtant tous deux dépendaient d'eux. Quand Rome et la Chine regardaient vers l'ouest ou l'est, elles voyaient le mystère, mais au milieu, Parthes et Perses voyaient une opportunité. Bien sûr, ce n'est pas la fin de leur histoire. Plus tard, d'autres puissances contestèrent ce terrain central, Arabes, Turcs, Mongols, et finalement les Européens qui trouveraient de nouvelles routes par la mer. Mais cela viendra plus tard. Pour l'instant, dans cette période de l'histoire, Parthes et Perses transformèrent toute la géographie
en or. Leur rôle nous rappelle que parfois, l'histoire n'est pas écrite par les conquérants ou les inventeurs, mais par les connecteurs, ceux qui se tiennent discrètement entre les mondes, tenant les fils qui relient les civilisations. Et sans eux, la route de la soie n'aurait peut-être été qu'une idée, et non l'artère qui fit, pour la première fois, ressentir au monde qu'il était connecté. Âge d'or de la dynastie Tang, quand l'Est et l'Ouest se rencontraient en paix. Il est difficile d'imaginer un temps où le monde semblait à la fois immense et connecté, quand un voyageur pouvait traverser des déserts et des montagnes pendant des mois, et pourtant trouver des langues familières, des produits connus, et même des chansons reconnues. C'était la dynastie Tang. Entre le 7e et le 9e siècle, la Chine se trouvait au centre de quelque chose d'extraordinaire. Un monde pacifique et ouvert où l'Est et l'Ouest se rencontraient, non pas sur les champs de bataille, mais au marché, dans les temples, et dans les rues de villes animées de couleurs et de sons. Si vous aviez parcouru Chang'an, la capitale Tang, vous auriez eu l'impression que le monde entier s'y était rassemblé. La ville était immense, l'une des plus grandes de l'histoire humaine à l'époque, avec plus d'1 million d'habitants. Elle était organisée avec une précision mathématique, de larges avenues et des quartiers entiers dédiés aux marchands étrangers. On entendait le tintement des clochettes de chameaux et le bourdonnement de dizaines de langues. Il y avait des Persans vendant de l'argent, des Arabes échangeant des épices, des Coréens et Japonais apprenant les arts de la Chine, et des musiciens d'Asie centrale divertissant la foule avec luth et tambour. Et qu'est-ce qui maintenait tout cela ensemble? La confiance. La dynastie Tang n'ouvrait pas seulement ses frontières, elle ouvrait son esprit. Pendant un temps, l'Empire croyait que l'échange de biens, d'idées et de croyances pouvait apporter de la force plutôt que des menaces. La route de la soie prospérait comme jamais auparavant, parce que les souverains Tang la rendaient sûre, efficace et profitable. Bien sûr, cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Sous les Han et les Parthes, la route de la soie avait déjà commencé à prendre forme, mais sous les Tang, elle atteignit son apogée. L'Empire disposait d'une armée puissante protégeant les commerçants contre les bandits et investissait dans les infrastructures, routes, relais et oasis qui facilitaient les voyages. Les caravanes pouvaient aller de la capitale chinoise jusqu'en Perse et même plus à l'ouest, en passant par les villes scintillantes de Samarcande et Boukhara. Des lieux que nous explorerons plus tard dans cette histoire. Mais le commerce n'était qu'une partie de ce qui rendait cette époque si unique. La culture circulait encore plus vite que les biens. Le bouddhisme, arrivé d'Inde plusieurs siècles auparavant, fleurit sous les Tang. Des pèlerins comme Xuanzang voyagèrent en Inde et ramenèrent des textes sacrés et des philosophies qui transformèrent la pensée chinoise. En retour, l'art, la littérature et les inventions chinoises se répandirent vers l'Ouest. Le papier, autrefois un secret bien gardé en Chine, commença son long voyage qui finirait par changer la manière dont le savoir était partagé dans le monde entier. Ce qui rendait la dynastie Tang si spéciale, c'était sa confiance. Elle ne craignait pas les idées étrangères, elle les absorbait. Les motifs persans apparaissaient dans la céramique Tang. Les danses d'Asie centrale étaient exécutées dans les cours impériales. Même la famille royale avait des origines mixtes, preuve que le cosmopolitisme n'était pas seulement toléré, il était célébré. À bien des égards, le monde Tang fut la première version de la mondialisation, des siècles avant que le mot n'existe. Si nous avions jeté un œil au célèbre marché de Chang'an, nous aurions trouvé des étals chargés de jade de Khotan, de verre de Syrie, de corail de l'océan Indien et d'épices parfumant l'air. Des poètes comme Li Bai écrivaient sur ces scènes, sur la variété infinie de la vie qui traversait la capitale. La route de la soie n'était plus seulement une route commerciale, c'était un réseau vivant de connexions humaines. Mais la paix est fragile et la prospérité a toujours ses ombres. À mesure que les Tang s'étendaient vers l'ouest, leurs armées rencontrèrent d'autres qui voulaient la même chose, le contrôle. Vers le milieu du 8e siècle, l'Empire alla trop loin. La bataille de Talas en 751, opposant les Tang au califat abbasside, fut un tournant. Elle marqua les limites de l'expansion chinoise et par un ironique paradoxe, ce fut à travers cette bataille que la connaissance de la fabrication du papier passa vers l'ouest, dans le monde islamique, puis plus tard en Europe. Après Talas, les Tang ne poussèrent jamais aussi audacieusement en Asie centrale. Pourtant, la route de la soie resta vivante. Le commerce continua, les religions circulaient toujours, et le rêve de connexion ne mourut pas. L'Empire se concentra sur sa culture intérieure, nourrissant l'art qui inspirerait des générations.
l'art prospéra. La poésie atteignit de nouveaux sommets, et la mode Tang devint une tendance du Japon à la Perse. L'un des aspects les plus fascinants de la période Tang est sa façon de traiter les étrangers. Les envoyés étrangers étaient accueillis. Beaucoup de fonctionnaires de la capitale n'étaient pas d'origine Han. Ils étaient turcs, sogdiens ou persans. Le monde Tang reposait sur la conviction que la diversité était une force. Cette croyance en faisait un phare, une époque rare où les empires n'entrèrent pas seulement en conflit, mais apprenaient les uns des autres. Pourtant, aucun âge d'or ne dure éternellement. Vers la fin du IXe siècle, rébellions et tensions économiques commencèrent à ébranler l'harmonie qui avait duré des siècles. Les grandes avenues de Chang'an se firent plus calmes, le flux des caravanes ralentit, et le monde recommença à se fracturer. Mais même après la chute des Tang, leur mémoire resta comme un écho brillant, un rappel de ce qui était possible lorsque les peuples échangeaient plus que des biens, lorsqu'ils échangèrent confiance, histoire et idées. Des siècles plus tard, quand des voyageurs comme Marco Polo traverseraient les mêmes déserts et montagnes, le monde qu'ils voyaient était encore façonné par ce que les Tang avaient construit. Les routes qu'ils empruntaient, les villes où ils se reposaient, et même les religions qu'ils rencontraient, tout faisait partie d'un réseau autrefois uni par la diplomatie et la curiosité Tang. Ainsi, quand on parle de la route de la soie, il ne s'agit pas seulement de soie ou de commerce. Il s'agit d'un moment où l'humanité a regardé au-delà de ses divisions et a dit « Rencontrons-nous à mi-chemin ». La dynastie Tang n'ouvrit pas seulement la route, elle ouvrit le monde. Et pendant un temps, l'Est et l'Ouest partagèrent non seulement des biens, mais la paix. Soie, poudre et idées, les inventions qui ont changé les civilisations. Il y a quelque chose de fascinant à voir, comment un simple fil de soie ou une étincelle de poudre à canon ont pu remodeler des civilisations entières. Quand on parle de la route de la soie, on pense souvent aux caravanes, aux épices et à l'or. Mais les vrais trésors n'étaient pas seulement matériels, c'étaient des idées, des technologies et des inventions qui voyageaient silencieusement aux côtés des marchands. Et parfois, ces voyageurs invisibles changeaient le cours du monde. Commençons par celle qui donna son nom à la route, la soie. Pendant des milliers d'années, les Chinois gardèrent le secret de la fabrication de la soie aussi précieusement qu'un trésor royal. Selon la légende, tout commença lorsqu'une impératrice chinoise, sirotant son thé sous un mûrier, vit un cocon tomber dans sa tasse. En le tirant, un fil délicat commença à se dérouler, le premier filament de soie. Que l'histoire soit vraie ou non, vers 3000 ans avant notre ère, la Chine avait perfectionné cet art. Ce n'était pas juste du tissu, c'était à la fois art, statut et monnaie. Lorsque la dynastie Han ouvrit les routes vers l'ouest, la soie était devenue l'exportation la plus recherchée de Chine. Les nobles romains la portaient comme symbole de luxe, et même des empereurs lointains payèrent des fortunes pour s'en procurer. À Rome, des sénateurs discutèrent d'interdire totalement la soie, car elle vidait le trésor public et, selon un moraliste romain, corrompait les mœurs des femmes. Bien sûr, cela n'empêcha personne de la porter. La douce lueur de la soie devint un symbole de pouvoir, un rappel discret de comment une invention pouvait rendre des empires lointains, dépendants les uns des autres. Mais la soie n'était que le début. Au fil des caravanes traversant montagnes et déserts, d'autres idées et technologies suivirent. L'une des plus transformatrices fut le papier. Lui aussi né en Chine, le papier se répandit lentement vers l'ouest, porté par les marchands et les savants. Au 8e siècle, il atteignit Samarcande, cette même ville dont nous avons parlé plus tôt, où les artisans locaux apprirent à le fabriquer eux-mêmes. De là, le savoir se diffusa jusqu'à Bagdad, puis en Europe. En y réfléchissant, le papier fut peut-être l'exportation la plus révolutionnaire. Sans lui, la diffusion des religions, des sciences et de la littérature aurait été bien plus lente. Il transforma les routes commerciales en artères de l'information. Puis vint quelque chose de bien plus volatile, la poudre à canon. Il est étrange de penser qu'une invention initialement destinée à la paix et au rituel devienne l'une des forces les plus décisives de la guerre. Les alchimistes chinois cherchaient l'immortalité lorsqu'ils la découvrirent. Ils mélangèrent soufre, charbon et salpêtre. Et au lieu de la vie éternelle, ils trouvèrent des explosions. Au début, elles servaient pour les feux d'artifice et les cérémonies religieuses. Mais il ne fallut pas longtemps pour que quelqu'un comprenne son potentiel sur le champ de bataille. Lorsque le savoir sur la poudre atteignit le monde islamique puis l'Europe, l'équilibre du pouvoir mondial commença à changer.
Les châteaux qui avaient tenu pendant des siècles pouvaient maintenant s'effondrer sous le feu des canons. Chevaliers et épées laissèrent place aux mousquets et à l'artillerie. L'écho de cette découverte résonne encore dans l'histoire. Et pourtant, tout commença tranquillement, avec quelques savants et marchands parcourant une route poussiéreuse d'est en ouest. Parallèlement à la poudre et au papier, vinrent d'autres inventions qui façonnèrent la vie quotidienne. La boussole magnétique, l'imprimerie, les techniques du verre et les méthodes de raffinage du sucre. Chaque innovation n'appartenait pas à un seul endroit. La boussole, par exemple, fut développée en Chine, mais perfectionnée par les navigateurs arabes et utilisée par les marins européens qui découvrirent de plus tard de nouveaux continents. L'imprimerie, également née en Orient, se diffusa dans le monde islamique et transforma l'Europe pendant la Renaissance. Ce qui est intéressant, c'est que ces inventions ne voyagèrent pas dans une seule direction. La route de la soie n'était pas seulement la Chine qui donnait et les autres qui recevaient, c'était un échange bidirectionnel. De l'Ouest vinrent de nouvelles cultures comme la vigne, la grenade et la luzerne. De l'Inde vinrent le bouddhisme et de nouvelles formes de mathématiques. De Perse vinrent l'art, l'architecture et la connaissance de l'astronomie. La route transportait l'ADN même de la civilisation, mêlant les cultures pour créer quelque chose de totalement nouveau. Parfois, ces échanges se faisaient par le commerce pacifique, d'autres fois par la conquête. L'Empire mongol, par exemple, joua un rôle majeur dans l'accélération de ce flux mondial. Sous leur règne, pendant un bref et brutal moment, la majeure partie de l'Eurasie fut connectée sous un même système. Les routes postales, les caravanes et les passages sûrs permettaient aux savants, médecins et marchands de circuler librement, diffusant technologies et idées plus rapidement que jamais. C'est à cette époque que les armes à poudre commencèrent à atteindre l'Europe de manière significative, avec des effets immédiats. Mais tout ce qui se répandait n'était pas une bénédiction. Les maladies empruntèrent ces mêmes chemins, la plus dévastatrice étant la peste noire, dont nous parlerons plus tard. Pourtant, il est frappant de constater combien de ce qui définit la civilisation moderne, du papier sur lequel nous écrivons aux boussoles qui guidèrent les explorateurs, a ses racines quelque part le long de ces anciennes voies commerciales. Ce qui rend l'histoire de la route de la soie si captivante, ce n'est pas seulement le mouvement des marchandises, c'est que les gens sur la route ne se contentaient pas de copier ce qu'ils voyaient, ils l'adaptaient. Une technique chinoise pour le papier devint un art islamique à Samarcande. La poudre fut transformée en nouvelles armes en Europe. L'échange ne concernait pas la propriété, il s'agissait d'évolution. Pensez-y comme une course de relais de la créativité humaine, chaque culture prenant le témoin, ajoutant quelque chose de nouveau et le transmettant. La route de la soie fut le premier laboratoire global de l'humanité. Les empires s'élevaient et tombaient, mais les inventions qu'elle transportait continuaient de façonner le monde bien après l'arrêt des caravanes. Même aujourd'hui, quand nous parlons de la diffusion de l'innovation à travers les frontières, technologie, médecine ou culture, nous suivons encore le même modèle. Nous vivons toujours dans l'ombre de cette ancienne route où la soie brillait. La poudre fumait et les idées voyageaient plus vite que les armées. Et si l'invention alimentait le progrès, elle avait aussi ses conséquences. Les mêmes routes qui apportaient le papier et le savoir vers l'ouest allaient bientôt transporter quelque chose de bien plus sombre, un tueur invisible qui balayait les continents. Cette histoire appartient, bien sûr, à la partie suivante. La peste qui voyageait avec les caravanes. Maladie sur la route. Comment la peste noire voyageait avec les caravanes. Parfois, les plus grandes connexions de l'histoire portent ces ombres les plus sombres. La route de la soie, ce réseau de commerce et de culture qui reliait autrefois les empires et les idées, devint aussi le chemin de quelque chose d'autre. La mort. Pas la mort poétique, pas la chute des empires ou la perte de gloire, mais celle, silencieuse et invisible, qui voyage par l'air, le sang et les puces des rats. Voici l'histoire de la façon dont la peste noire, la pandémie la plus meurtrière de l'histoire enregistrée, traversa la route de la soie, changeant tout sur son passage. Au milieu du XIVe siècle, la route de la soie vivait depuis près de 2000 ans. Elle avait connu guerre, paix, invention et la montée et la chute des empires. Sous les Mongols, surtout pendant la Pax Mongolica, le commerce et les voyages atteignirent des niveaux de sécurité et d'activité jamais vus depuis la dynastie Tang. Marchands, moines et messagers pouvaient traverser la Chine jusqu'en Europe avec une relative facilité. Mais cette même paix, cette grande connexion du monde, ouvrit involontairement la porte à la peste qui allait le dévaster. Elle commença quelque part à l'est,
probablement dans les plaines arides proches des montagnes du Tian Shan ou du désert de Gobi, région peuplée de rongeurs, porteurs de puces infectées par Yersinia pestis, la bactérie responsable de la peste. Pendant des siècles, cette maladie existait dans des populations animales isolées. Mais à mesure que le commerce s'intensifiait, humains, animaux et marchandises traversèrent ces terres plus vite que jamais. Les bactéries n'avaient pas besoin d'armée, elles avaient besoin de mouvement, et la route de la soie le leur offrait parfaitement. Les caravanes étaient les vecteurs idéaux. Remplies de grains, tissus et épices, elles transportaient aussi des rats, passagers indésirables nichés dans les marchandises. Les puces, elles, se nourrissaient du sang des rats et, lorsque ceux-ci mouraient, sautaient sur les humains. L'infection qui s'ensuivit fut rapide et impitoyable. En quelques jours, elle pouvait transformer des villes commerçantes animées en ruines fantomatiques. Depuis l'Asie centrale, la maladie se propagea vers l'ouest. Les sources historiques suggèrent qu'en l'an 1346, un poste commercial près du lac Issyk-Kul, autrefois halte animée sur la route de la soie, connut une vague soudaine de morts mystérieuses. Des fouilles archéologiques révélèrent plus tard des fosses communes, probablement parmi les premières victimes de la pandémie qui allait être appelée la peste noire. De là, les caravanes se dirigeant vers la Perse et le Moyen-Orient transportèrent involontairement la peste plus loin le long de la Grande Route. Au fil de sa progression, la maladie ne faisait aucune distinction. Musulmans, chrétiens, bouddhistes ou chamans. La foi n'offrait aucune protection. Les villes jadis joyaux du commerce, Samarcande, Boukhara et Tabriz, furent durement touchées. Les marchands qui apportaient autrefois soie et porcelaine transportaient maintenant quelque chose d'invisible, de mortel. Et lorsqu'elle atteignit les ports de la mer Noire, l'infection avait déjà traversé des continents. En 1347, des navires quittant le port de Caffa en Crimée transportaient à la fois des grains et des rats vers les villes méditerranéennes. En quelques mois, la peste entra en Europe. Le même réseau qui avait acheminé papier, poudre et idées à travers les continents transportait maintenant la mort. L'Europe n'était pas prête. Les villes étaient surpeuplées, l'assainissement presque inexistant, et la peur se répandait encore plus vite que la maladie elle-même. D'Italie en Angleterre, d'Espagne en Scandinavie, des millions de personnes moururent. À la fin du siècle, près d'un tiers de la population européenne, des dizaines de millions de personnes, avaient péri. La peste n'était plus seulement un événement, elle était devenue une transformation. Mais il est important de se rappeler, la route de la soie n'a pas causé la peste. Elle a simplement connecté le monde suffisamment pour permettre sa propagation. Les mêmes routes qui avaient autrefois uni l'humanité par la curiosité et l'échange montrèrent combien ces liens pouvaient être fragiles. Le commerce chuta brutalement, les caravanes cessèrent de circuler. Les villes autrefois animées tombèrent dans le silence. Et pourtant, même dans l'obscurité, l'histoire ne s'arrêta pas là. De la catastrophe naquit le changement. Avec moins de travailleurs, les économies se transformèrent. La main-d'œuvre devint plus précieuse. Les structures sociales qui tenaient depuis des siècles commencèrent à s'effondrer. Le monde médiéval, rigide, hiérarchisé et religieux, céda peu à peu la place à quelque chose de nouveau. La Renaissance, d'une certaine manière, naquit des cendres de la peste. En Orient, l'histoire fut tout aussi tragique. Les archives chinoises de la dynastie Yuan décrivent des chutes soudaines de populations et des villes abandonnées. L'Empire mongol lui-même, déjà en train de se fragmenter, souffrit énormément. Le commerce entre ces régions occidentales et orientales faillit disparaître. Pendant un temps, la route de la soie, cette artère vitale entre les continents, resta silencieuse. Pourtant, l'histoire a une façon étrange de rétablir l'équilibre. Lorsque les caravanes revinrent finalement, le monde qu'elles reliaient avait changé. Les Européens survivants commencèrent à chercher de nouvelles routes, des voies plus sûres et plus rapides pour atteindre l'Est sans risquer les dangers terrestres. Ce désir conduirait, des siècles plus tard, aux grandes expéditions maritimes portugaises et espagnoles, les mêmes voyages qui mettraient vite fin à la domination de la route de la soie. L'héritage de la route de la soie. Comment? Elle a façonné la culture, la cuisine et le monde que nous connaissons. Si vous regardez autour de vous aujourd'hui, la nourriture que vous mangez, les vêtements que vous portez, la musique que vous écoutez, même les langues qui façonnent votre pensée, vous trouverez de légers échos d'une route qui n'existe plus depuis des siècles. La route de la soie a peut-être disparu des cartes, mais elle est toujours là, discrètement tissée dans le monde qui nous entoure. Son véritable héritage ne réside pas dans les ruines ou les reliques.
Il réside dans la façon dont l'humanité a appris à se connecter. Commençons par quelque chose de familier, la nourriture. La route de la soie ne transportait pas seulement soie ou épices, elle apportait des saveurs qui allaient dire redéfinir l'alimentation. Abricots et pêches voyagèrent vers l'ouest depuis la Chine, tandis que raisins, grenades et pistaches allaient vers l'est depuis la Perse. Les épices d'Inde, cannelle, poivre, cardamome, finissèrent par parfumer des plats jusqu'en Méditerranée. Même quelque chose d'aussi simple que les nouilles et les dumplings raconte une histoire de la route de la soie. Les nouilles chinoises ont inspiré le rechté perse, qui a ensuite influencé les pâtes italiennes des siècles plus tard. La nourriture était la preuve la plus délicieuse que les cultures s'empruntaient constamment les unes aux autres. Le thé aussi est devenu un ambassadeur des échanges. Il est né comme boisson locale en Chine et est devenu un rituel mondial. À travers l'Asie centrale, il s'est mêlé à de nouvelles traditions, lait au Tibet, épices en Inde, sucre en Europe. Chaque fois que quelqu'un verse une tasse de thé aujourd'hui, il accomplit un rituel qui a traversé déserts, montagnes et empires. Et ce n'était pas seulement le thé. Le café d'Éthiopie, le sucre d'Inde et les agrumes du Moyen-Orient doivent tous leurs voyages mondiaux aux mêmes anciennes routes commerciales. Mais l'influence de la route de la soie allait bien au-delà du goût. Elle a façonné la façon dont les gens voyaient le monde et eux-mêmes. Sur ces routes poussiéreuses, commerçants, moines et voyageurs ne se contentaient-ils pas d'échanger des marchandises? Ils échangeaient histoire, croyances et philosophie. Le bouddhisme s'est propagé de l'Inde vers l'Asie centrale et la Chine par ces chemins. Des siècles plus tard, l'islam voyagea dans la direction opposée, porté par des marchands arabes qui priaient dans les mêmes marchés où les commerçants chinois vendèrent de la soie. Le christianisme aussi trouva de nouvelles communautés le long du chemin, loin de son berceau au Moyen-Orient. Le résultat fut un monde où les religions ne se contentaient pas de rivaliser. Elles se mélangeaient, s'adaptaient et apprenaient les unes des autres. Dans des villes comme Samarcande, Kashgar et Dunhuang, ce mélange culturel devint visible. Les artistes combinèrent la géométrie perse avec le pinceau chinois. Les architectes empruntèrent des dômes à une culture et des carreaux à une autre. Même la musique se transforma. Des instruments comme le luth, nés en Asie centrale, évoluèrent vers l'oud au Moyen-Orient et devinrent plus tard la guitare en Europe. Chaque chanson, chaque motif, chaque tradition devint un petit reflet de la vaste conversation de la route. La langue suivait le même schéma. La route de la soie créa un réseau de communication bien avant que les traducteurs ou dictionnaires existent. Les mots circulaient aussi facilement que les biens. Le mot chinois pour raisin vient du perse. Les mots européens pour soie proviennent des anciens termes chinois. Les chiffres aussi circulaient ainsi. Les chiffres que nous utilisons aujourd'hui, souvent appelés arabes, venaient à l'origine d'Inde et sont arrivés en Europe via des savants islamiques connectés à ces réseaux commerciaux. Chaque page de mathématiques, chaque découverte scientifique ultérieure doit une dette silencieuse à cet échange. Le mouvement du savoir est peut-être l'héritage le plus important de la route de la soie. Le papier et l'imprimerie, nés en Chine, atteignirent le monde islamique puis l'Europe, alimentant la Renaissance des siècles plus tard. Médecine, astronomie et philosophie circulaient dans les deux sens, de la pensée grecque à la science arabe, à la médecine chinoise et retour. Les grandes idées du monde ne naissaient pas isolément. Elles évoluaient grâce au contact, à la traduction et à la curiosité. La route de la soie a rendu cela possible. Même la mode en porte les traces. L'usage de la soie a évidemment tout commencé, mais au-delà, techniques de broderie, teintures et textiles d'une région influençaient une autre. Des motifs d'Asie centrale apparaissaient sur les robes byzantines. Des designs persans façonnaient les tissus médiévaux européens. Ce que nous portons aujourd'hui, des écharpes aux broderies fines, porte les empreintes d'un commerce créatif vieux de 1000 ans, et fait peut-être le plus surprenant, la route de la soie a aidé les gens à développer un sentiment d'humanité partagée. Les commerçants apprenaient à faire confiance aux étrangers. Les villes comprenaient que la diversité pouvait être profitable et même belle. Les empires apprenaient, parfois à leurs dépens, que l'isolement menait au déclin. La route enseignait au monde que la connexion, pas la séparation, maintient les civilisations en vie. Lorsque la route de la soie terrestre commença à s'effacer, remplacée par les routes maritimes des navigateurs portugais et arabes, l'esprit d'échange ne mourut pas. Il se transforma simplement. Les océans devinrent les nouvelles routes de la soie. Plus tard, à l'époque moderne, avions, trains et réseaux numériques jouèrent le même rôle, reliant des terres lointaines en heures plutôt qu'en mois. D'une certaine manière,
La mondialisation n'est que la route de la soie renaissante sous de nouveaux noms. Même aujourd'hui, l'initiative Ceinture et Route de la Chine évoque délibérément ce souvenir ancien. C'est un effort pour reconstruire les connexions, chemins de fer au lieu de sentiers de chameaux, câbles de données au lieu de caravanes. Les symboles ont changé, mais l'idée reste intemporelle. La prospérité naît quand les mondes se rencontrent, pas quand ils restent séparés. Et au-delà de la politique ou du commerce, il y a quelque chose de profondément humain dans cet héritage. La route de la soie nous rappelle que le progrès ne survient pas quand nous gardons nos murs, il survient quand nous ouvrons nos portes. Chaque grand bond en art, science et culture a commencé par quelqu'un franchissant une frontière, posant une question et étant assez curieux pour écouter la réponse. Alors la prochaine fois que vous mangerez des pâtes, siroterez du thé, lirez un livre ou écouterez une chanson qui mélange des cultures, rappelez-vous, vous ne profitez pas seulement de quelque chose de moderne. Vous faites partie d'une histoire qui a commencé il y a des milliers d'années, quand marchands, moines et rêveurs suivaient le même chemin de poussière et d'étoiles. La route de la soie a peut-être disparu, mais son esprit, l'idée que le monde est plus riche lorsqu'il est partagé, est toujours bien vivant. Et c'est l'histoire de la route de la soie. Pas seulement une route commerciale, mais le fil qui a relié le monde ancien. De la soie et des épices aux religions et idées, elle a connecté des empires et changé l'histoire à jamais. L'étincelle de la Chine, soie, chevaux et la naissance d'une idée. Il y a très longtemps, avant que les cartes ne relient les continents et que les navires ne traversent les océans, la Chine préparait discrètement quelque chose qui un jour relierait la moitié du monde, non par des armées ou la conquête, mais par le commerce. L'histoire commence avec deux choses simples, la soie et les chevaux. Personne n'aurait pu deviner à quel point elles allaient changer l'histoire. Au premier jour, la soie était déjà l'un des plus grands trésors de Chine. Ce n'était pas qu'un tissu, c'était presque magique. Lisse, léger, avec un éclat captant la lumière du soleil, il semblait vivant entre les mains. Le processus de fabrication était un secret bien gardé. Seules les personnes de l'entourage impérial savaient là qu'elle venait des cocons des vers à soie, soigneusement élevés sur des feuilles de mûrier. Les Chinois protégèrent ce secret avec acharnement. Quiconque tentait d'emporter des œufs de ver à soie ou des graines de mûrier au-delà des frontières risquait la peine de mort. La soie n'était pas qu'un luxe, c'était du pouvoir. Mais il manquait une chose à la Chine, de véritables chevaux puissants. Les chevaux qu'ils élevaient convenaient à l'agriculture et au voyage, mais pas à la guerre. Au-delà des frontières occidentales, vivaient cependant des tribus nomades, cavaliers rapides et aguerris, dépendant des chevaux pour tout. Ces nomades, notamment ceux de la région que nous appelons aujourd'hui l'Asie centrale, possédaient une race presque mythique, les chevaux de Ferghana. Puissants, rapides et dits suer du sang, ce que l'on pense aujourd'hui être dû à une infection parasitaire, mais pour les gens de l'époque, cela les rendait divins. Les empereurs Han voulaient de ces chevaux, pas par vanité, mais parce qu'ils comprenaient leur signification. Contrôle, mobilité et force. Une bonne cavalerie pouvait changer l'équilibre du pouvoir, surtout contre les tribus du Nord comme les Xiongnu, qui avaient longtemps été une épine dans le pied de la Chine. Ce désir de chevaux déclencha l'une des premières grandes tentatives de contact au-delà des frontières chinoises. L'empereur envoya un homme nommé Zhang Qian en mission pour trouver la source des chevaux de Ferghana et créer des alliances dans les terres au-delà du désert. Ce voyage, dont nous parlerons plus en détail plus tard, devint le point de départ de quelque chose de bien plus grand que le commerce. Ce fut le début du premier vrai contact de la Chine avec le monde extérieur. Mais même avant le départ de Zhang Xian, le commerce existait déjà discrètement. Des marchés frontaliers permettaient aux marchands chinois de rencontrer les nomades. Les nomades apportaient chevaux, jade et marchandises exotiques venues de l'Ouest. En retour, ils emportèrent de la soie. Ils ne savaient pas toujours d'où elle venait, seulement qu'elle avait de la valeur partout où ils allaient. Pas à pas, ce tissu commença à voyager plus loin, à travers les steppes, par-delà les montagnes, et jusqu'aux mains de marchands à peine conscients de l'existence de la Chine. La soie devint plus qu'une simple marchandise. Elle se transforma en une sorte de passeport entre les mondes. À l'ouest, elle atteignit la Perse, l'Inde et, finalement, l'Empire romain. Mais à ce stade, ce n'était encore qu'un murmure, un luxe que seuls les rois et nobles pouvaient se permettre,
échangés à travers des couches d'intermédiaires n'ayant jamais rencontré les tisserands originaux. Pendant ce temps, en Chine, le tissage de la soie devint un symbole de civilisation. Des villages entiers se spécialisaient dans l'élevage des vers à soie, l'enroulement de leurs filles et le tissage de motifs complexes. Même les paysans pouvaient repayer leurs impôts en soie. Elle s'intégrait à la vie quotidienne, littéralement et culturellement. Et à mesure que la demande augmentait, la curiosité grandissait. Qui d'autre là-bas voulait de la soie? Quels autres trésors existaient au-delà du désert? Cette curiosité comptait. Elle commença lentement à changer la façon dont la Chine voyait le monde. Pendant des siècles, elle avait été tournée vers l'intérieur, construisant des murs, définissant des frontières et se concentrant sur l'unité. Mais maintenant, pour la première fois, il y avait quelque chose qui valait la peine d'être regardé vers l'extérieur. Le désir de meilleurs chevaux et la prise de conscience que des gens bien au-delà de leurs frontières appréciaient ce qu'ils fabriquaient semèrent les premières graines de la connexion globale. La route de la soie, à ce stade, n'avait ni nom ni carte. Ce n'était qu'une série de sentiers, de postes de commerce et de chemins incertains, reliant des peuples qui comprenaient à peine la langue des autres. Mais ils comprenaient la valeur, ils comprenaient l'échange, et cela suffisait. D'une certaine manière, l'histoire de la route de la soie ne commença pas avec le plan d'un empire, mais avec un commerce né du besoin et de la curiosité. Soie contre chevaux, beauté contre force, chaque côté donnant ce que l'autre n'avait pas. De cet échange simple naquit une idée, que la prospérité pouvait venir non seulement de la protection des frontières, mais de leur ouverture. Et cette idée grandirait, portée par des voyageurs, des commerçants et des rêveurs, jusqu'au jour où elle s'étendrait des plaines jaunes de Chine jusqu'au marché de Rome. Mais c'est encore loin dans notre histoire. Pour l'instant, tout ce que vous devez savoir, c'est que tout a commencé ici, avec la soie, avec les chevaux et avec une étincelle qui allait illuminer le chemin de l'histoire. La dynastie Han ouvre l'Ouest, l'expédition légendaire de Zhang Qian. Si vous vous êtes déjà demandé comment le voyage d'une seule personne peut changer le monde en silence, l'histoire de Zhang Qian en est un parfait exemple. Tout commence à une époque où la Chine était puissante mais fermée, entourée de déserts, de montagnes et d'ennemis presque partout. Le commerce et les voyages étaient assez limités, et les terres au-delà de l'Empire étaient surtout inconnues. Pourtant, le long et difficile voyage d'un homme allait peu à peu tout ouvrir. Nous sommes sous la dynastie Han, vers le IIe siècle avant Jésus-Christ. L'empereur Wu est sur le trône, un dirigeant ambitieux qui veut étendre son empire et sécuriser ses frontières. Son plus gros problème, ce sont les Xiongnu, ces cavaliers nomades qui attaquent constamment le nord de la Chine. Ils étaient féroces, mobiles et impossibles à cerner. Les généraux de l'empereur ne pouvaient pas les arrêter définitivement, alors il a commencé à penser autrement. Si la Chine ne pouvait pas les vaincre seule, peut-être pourrait-elle trouver de nouveaux alliés quelque part à l'ouest, des tribus ou royaumes qui avaient aussi des raisons de haïr les Xiongnu. C'est là que Zhang Qian entre en scène. Il n'était ni général célèbre ni noble, juste un officier loyal de confiance de l'empereur. Vers 138 avant Jésus-Christ, l'empereur Wu l'envoie en mission, qui à l'époque semblait presque impossible, retrouver les Yuezhi, un peuple vivant, loin derrière les déserts de l'Ouest, et les convaincre de s'allier à la Chine contre les Xiongnu. Zhang Qian part avec une petite équipe, portant peu plus que sa détermination et les ordres impériaux. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Peu après avoir quitté les frontières chinoises, il est capturé par l'ennemi qu'il essayait de devancer, les Xiongnu eux-mêmes. Il passe des années en captivité, plus de 10 ans en fait. Pendant ce temps, il se marie, fonde une famille et gagne même la confiance de ses geôliers. Pourtant, il n'abandonne jamais sa mission. Quand l'occasion se présente enfin, il s'échappe et reprend son voyage vers l'ouest, toujours fidèle aux ordres de l'empereur après plus d'une décennie. Atteindre les Yuezhi n'était pas une mince affaire. Il fallait traverser déserts, montagnes et terres inconnues. Quand Zhang Qian les trouve enfin, il se rend compte que le monde est bien plus vaste qu'il ne l'imaginait. Les Yuezhi se sont installés dans une région fertile près de l'Ouzbékistan actuel. Ils vivent bien là-bas, cultivant, commerçant, construisant des villes. Ils écoutent poliment sa proposition d'alliance, mais la refusent. Ils ne veulent plus combattre les Xiongnu. La plupart des gens auraient appelé ça un échec et seraient rentrés chez eux. Mais Zhang Qian remarque autre chose. Ces terres de l'Ouest regorgent de choses inconnues en Chine, chevaux puissants, nouvelles plantes et fruits, tissus et marchandises venant de régions encore plus lointaines.
Les fameux chevaux de Ferghana attirent particulièrement son attention. Grands, forts et rapides, bien supérieurs à tout ce qu'on connaissait en Chine. Pour Zhang Qian, ils représentaient non seulement la puissance militaire, mais aussi la possibilité de connexion. Il revient en Chine après encore de nombreuses années de voyages, d'épreuves et même de captures. Au total, il est parti plus de 13 ans. À son retour à la cour de l'empereur Wu, il n'apporte pas une armée, mais quelque chose de bien plus précieux, la connaissance. Il décrit de nouveaux royaumes, cultures et routes commerciales s'étendant vers l'ouest plus loin que ce que quiconque en Chine avait imaginé. Il parle de marchandises venues de contrées lointaines, de pièces en argent et de nouvelles nourritures comme le raisin et la luzerne pour nourrir les chevaux. Ces récits fascinent l'empereur. Bientôt, il envoie de nouvelles expéditions vers l'ouest, cette fois non pour la guerre, mais pour le commerce et les contacts. Pas à pas. Les chemins empruntés par Zhang Qian deviennent de véritables routes, utilisées par les marchands et voyageurs. Des forts sont construits, des postes avancés établis, et peu à peu les déserts qui marquaient autrefois la limite de la Chine deviennent le point de départ de quelque chose de bien plus grand, la route de la soie. Il est intéressant de noter que Zhang Qian n'a jamais eu l'intention de créer une route commerciale. Il ne cherchait ni gloire ni richesse, il exécutait juste une mission. Mais grâce à sa persévérance, il a relié des mondes qui ne s'étaient jamais rencontrés. Il a montré à la Chine qu'il existait d'autres grandes civilisations et qu'au-delà de chaque frontière se trouvait une nouvelle opportunité d'échange. Le voyage de Zhang Qian nous rappelle que l'histoire avance souvent, non pas grâce à de grands plans, mais grâce à la persévérance, une personne refusant d'abandonner, même quand rien ne se passe comme prévu. Plus tard, ces mêmes routes qu'il a ouvertes transporteront soi, or, idées et même religion à travers les continents. Le grand échange. Comment la soie est devenue plus précieuse que l'or? Il fut un temps où l'or n'était pas la chose la plus précieuse que l'on pouvait posséder. Difficile à imaginer, n'est-ce pas? Mais dans le monde ancien, il y avait quelque chose d'encore plus rare, plus doux et bien plus mystérieux, la soie. Un seul rouleau pouvait valoir une petite fortune, et il voyageait à travers déserts, montagnes et mers, reliant des peuples qui ne s'étaient jamais rencontrés. Bien avant que la route de la soie ne devienne le réseau célèbre que nous connaissons aujourd'hui, la soie elle-même était déjà une légende. En Chine, ce n'était pas seulement un tissu, c'était un trésor. La légende raconte que sa découverte remonte à des milliers d'années lorsqu'un cocon est tombé dans une tasse de thé et que l'impératrice en a déroulé les fils délicats. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine. À l'époque des premières dynasties chinoises, la soie était un secret bien gardé. Seules certaines familles pouvaient la produire, et partager ce secret en dehors de l'Empire pouvait signifier la mort. La soie devient vite plus qu'un vêtement. Elle symbolise pouvoir et raffinement. Les empereurs chinois l'utilisaient comme cadeau pour des alliés et récompenses pour des officiels loyaux. L'éclat du tissu, sa douceur et sa capacité à garder frais en été et chaud en hiver, tout cela rendait la soie presque magique. Et cette magie allait voyager bien au-delà des frontières chinoises. Au fur et à mesure que les marchands chinois s'aventuraient vers l'ouest, la soie devient l'objet le plus recherché du commerce sur le continent. Les gens de contrées lointaines entendaient en parler de ce tissu brillant comme la lumière de la lune. Ils ne savaient ni ce que c'était, ni comment il était fabriqué, mais ils le voulaient. Le mystère lui donnait encore plus de valeur. Lorsque la soie atteint l'Asie centrale, elle est déjà échangée contre des chevaux, du jade, de l'or et des épices. Ce n'est pas seulement un produit, c'est un passeport entre les mondes. Chaque commerçant sur la route ajoutait son profit, son histoire, et quand un rouleau de soie arrivait sur les marchés de Perse ou de Rome, sa valeur avait été multipliée plusieurs fois. En Occident, surtout dans l'Empire romain, la soie devient une obsession. Les nobles romains adorent son apparence et sa sensation, même si personne ne comprend comment un tissu si fin est fabriqué. C'est drôle. Certains écrivains romains réprimandaient même leurs compatriotes pour dépenser autant pour elle. Ils pensaient à ce que la soie rendait l'empire faible et luxueux, mais cela n'arrête personne. La demande ne fait que croître. Pendant ce temps, en Chine, les dirigeants comprennent la valeur de leur trésor. Ils utilisent la soie comme instrument de diplomatie. Elle peut acheter la paix, la loyauté et même la protection. Les soldats aux frontières étaient ainsi parfois payés en soie. Et comme elle est légère et facile à transporter, les marchands la préfèrent à l'or ou à l'argent. On pouvait charger un chameau de soie et revenir avec des métaux précieux, des épices ou du verre, des objets impossibles à trouver chez soi. La soie commence aussi à façonner le monde autour d'elle.
Les villes situées le long des routes commerciales prospèrent. Les caravanes traversent les déserts et les oasis deviennent des lieux de rencontre où les cultures se mélangent. Ces arrêts ne servent pas seulement au commerce. Ils deviennent des centres de langue, de religion et d'art. La route de la soie se forme lentement, même si personne ne l'appelle encore ainsi. C'est simplement un réseau de personnes réalisant que ce commerce peut changer leur vie. Et la soie n'est pas le seul élément en mouvement. Avec elle viennent histoire, invention et croyances. L'échange dépasse les simples marchandises. Il relie les civilisations. Or, épices, ivoire et verre circulent sur les mêmes routes, mais la soie se distingue toujours. Elle est plus qu'un objet de richesse. C'est un symbole de beauté, de mystère et de connexion. Au fil du temps, d'autres régions tentent de découvrir le secret de la fabrication de la soie. Les Perses, puis les Byzantins, finiront par apprendre à la produire eux-mêmes. Mais pendant des siècles, la Chine reste le cœur de tout. Chaque fil quittant ses frontières raconte une histoire d'aventure, de commerce et de découverte. Quand on dit que la soie valait plus que l'or, ce n'est pas seulement une question de prix. L'or reste enfermé dans des coffres, cachés. La soie, elle, voyage. Elle transporte idées, art et ambition à travers les continents. Elle relie les paysans chinois aux empereurs de Rome, les nomades du désert aux marchands perses, les moines aux rois. Et c'est ce qui la rend inestimable. Ce commerce, ce simple tissu, devient l'étincelle qui crée un monde entier d'échanges. Bientôt, des empires se lèveront pour protéger ces routes commerciales, et les oasis du désert se transformeront en villes brillantes bâties sur la richesse de la soie. Le chapitre suivant, l'histoire des royaumes qui protégeront la route, montre où commence le véritable pouvoir de cette connexion mondiale. Empire et oasis. Les royaumes qui gardent les routes du désert. Si vous regardez une carte de l'Asie centrale, vous verrez d'immenses espaces vides, des étendues désertiques où presque rien ne pousse. Il est difficile d'imaginer des gens y construire leur vie, et encore moins des royaumes puissants. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. Au milieu de tout ce sable et de ce silence, de petites villes oasis sont devenues le cœur battant de la route de la soie. Elles étaient comme des pierres de passage à travers un vaste océan de poussière, et celui qui les contrôlait le commerce mondial. Il y a des siècles, bien avant que les explorateurs européens ne commencent à cartographier le monde, les caravanes traversaient lentement ces déserts. Elles transportaient de la soie de Chine, des épices d'Inde, du verre de Rome et toutes sortes de trésors entre les deux. Mais aucune caravane ne pouvait survivre au voyage sans s'arrêter pour se reposer et se ravitailler. C'est là que les villes oasis entraient en jeu. Elles offraient de l'eau, de la nourriture, de l'ombre et de la protection, les éléments essentiels pour rendre le commerce longue distance possible. Chaque oasis était un petit miracle de vie dans un paysage impitoyable. Autour d'elles se développèrent des villes étonnamment riches et cosmopolites. Prenez des endroits comme Khotan, Turpan et Loulan. Ils ne vous disent peut-être rien aujourd'hui, mais à leur apogée, ils étaient pleins de couleurs et de sons. Des marchés animés par des marchands, des chameaux s'agenouillant sous de lourdes charges et l'odeur des épices et de la fumée flottant dans l'air. En une seule journée, on pouvait entendre une demi-douzaine de langues et voir des commerçants venus de tous les coins de l'Asie. Ces villes n'étaient pas seulement des points de repos, elles étaient les centres de royaumes locaux, petits mais suffisamment puissants pour influencer le flux de marchandises entre l'Est et l'Ouest. Beaucoup prospéraient grâce aux taxes et aux droits de passage, prélevant leur part sur chaque caravane qui passait. Elles offraient de la protection contre les bandits et fournissaient des guides pour aider les marchands à traverser les parties les plus difficiles de la route. En retour, elles devenaient riches, presque comme des péages de l'Antiquité. L'une des régions les plus importantes à cette époque était la Sogdiane, approximativement là où se trouve aujourd'hui l'Ouzbékistan. Les Sogdiens étaient des commerçants et des diplomates remarquables. Ils parlaient plusieurs langues, négociaient entre les empires et dirigèrent des colonies commerciales tout le long de la route de la soie. Leurs villes, surtout Samarcande et Boukhara, devinrent célèbres pour leur richesse et leur culture. Vous entendrez davantage parler de Samarcande plus tard. Elle devint un joyau éclatant de la route de la soie, mais ce sont les Sogdiens qui ont établi le modèle dès le départ. Plus à l'est, le royaume de Khotan devint célèbre pour son jade, prisé en Chine depuis des siècles. Selon la légende, Khotan fut également l'un des premiers endroits hors de Chine, où la production de soie se répandit. Un secret si bien gardé qu'il aurait pu être puni de mort s'il avait été découvert. Les habitants de Khotan auraient fait passer en contrebande des œufs de verre à soie,
caché dans la coiffe d'une princesse mariée à une famille royale locale. Que cela soit vrai ou non, cela montre à quel point la soie était précieuse et à quel point ces oasis étaient profondément liés à son histoire. Puis il y eut les Parthes, et plus tard les Perses, qui dominaient les sections occidentales de la route de la soie. Ils faisaient office de gardiens entre le monde romain et l'Est. Un marchand romain ne pouvait pas acheter directement de la soie en Chine. Les Parthes s'en assuraient. Ils préféraient garder chaque côté séparé, échangeant eux-mêmes les marchandises et conservant les profits. Nous en reparlerons plus tard, mais leur contrôle de ces corridors désertiques fit d'eux quelques-unes des personnes les plus riches du monde antique. L'empire Kushan, quant à lui, se trouvait à un carrefour entre l'Inde, l'Asie centrale et la Chine. Leur ville mêlait influences grecques, perses et indiennes, montrant que le commerce apportait non seulement des biens, mais aussi des idées et des croyances. Vous retrouverez ce fil conducteur lorsque nous raconterons comment les religions, le bouddhisme, l'islam et le christianisme, ont toutes emprunté les mêmes routes que la soie et les épices. Au fil du temps, ces royaumes oasis se sont élevés et ont chuté, parfois engloutis par les sables mouvants ou écrasés par des armées envahissantes. Le désert ne conserve pas longtemps les monuments, mais des traces de leur richesse subsistent. Fresques, pièces de monnaie, fragments de manuscrits enfouis dans des grottes sèches. Chaque découverte raconte comment ces petites communautés résilientes connectaient des mondes qui seraient restés étrangers autrement. Quand on parle de la route de la soie, on imagine souvent de longues caravanes ou de grands empires comme la Chine ou Rome. Mais en réalité, ce sont ces petits oasis verts dans le désert, les oasis et leurs habitants, qui ont rendu tout possible. Ils étaient la force discrète et persistante qui a maintenu le commerce vivant pendant des siècles. Et parmi ces oasis, une ville finit par s'élever au-dessus de toutes, Samarcande, un lieu si éblouissant qu'il devint connu comme le centre du monde. Mais cette histoire mérite son propre moment, et nous y reviendrons bientôt. Rome découvre la soie, la folie de mode qui a secoué un empire. Lorsque la soie est arrivée pour la première fois à Rome, personne ne savait vraiment quoi en penser. Elle brillait différemment, elle bougeait différemment. Ce n'était pas comme la laine ou le lin, elle captait la lumière d'une manière qui la faisait paraître vivante. Certains pensaient qu'elle était tissée dans l'air ou filée par magie. Mais une chose était claire, tous ceux qui la voyaient la voulaient. Au 1er siècle avant la naissance de Jésus-Christ, Rome était le cœur battant du monde occidental, puissante, riche et obsédée par le luxe. L'empire s'étendait des déserts d'Égypte aux forêts d'Allemagne. L'or, les épices, les parfums et les animaux exotiques affluaient sur ces marchés. Mais la soie était tout autre chose. Lorsque les premiers rouleaux sont apparus dans les ports commerciaux romains, fins, lumineux et incroyablement doux, cela a créé une véritable sensation. Les marchands ne pouvaient même pas expliquer d'où elle venait. Ils parlèrent d'une terre lointaine et mystérieuse, bien à l'est, au-delà de l'Inde, au-delà des montagnes, un endroit où les gens recueillaient la soie des arbres. Bien sûr, ce n'était pas vrai. Le secret des vers à soie était encore jalousement gardé par les Chinois. Pour les Romains, cela n'avait pas d'importance. Le mystère la rendait encore plus désirable. Rapidement, la soie est devenue le symbole ultime de statut. Les épouses des sénateurs s'en drapaient. Les hommes riches l'utilisaient pour doubler leur toge ou décorer leur villa. On dit même que Jules César décorait les rideaux de scène des théâtres de Rome avec de la soie. La légèreté et l'éclat du tissu rendaient les vêtements ordinaires ternes en comparaison. Mais cela posait aussi un problème. Les moralistes romains la détestaient. Pour eux, la soie représentait tout ce qui n'allait pas dans l'appétit croissant de Rome pour l'indulgence. L'historien Sénèque réprimandait les femmes pour porter des vêtements qui en montraient pour le plus qu'ils ne cachaient. D'autres affirmaient que la soie affaiblissait la morale de l'Empire, qu'elle rendait les citoyens mous, vaniteux et obsédés par le plaisir. Le Sénat tenta même d'interdire totalement aux hommes de porter de la soie, la jugeant peu romaine. Mais comme l'histoire le montre souvent, les interdictions ne font que rendre les choses plus désirables. Et la soie était bien trop précieuse pour être ignorée. Son voyage jusqu'à Rome était incroyablement long. Les Chinois la vendaient aux marchands d'Asie centrale, qui la transmettaient à des intermédiaires parthes et perses, ces mêmes intermédiaires du monde antique que nous explorerons plus tard. Lorsqu'elle atteignait enfin les mains romaines, son prix avait été multiplié plusieurs fois. On estime que la soie pouvait coûter son poids en or. Pourtant, Rome n'en avait jamais assez. Ce commerce, bien que indirect,
a créé l'une des premières économies mondiales. L'or de Rome coulait vers l'Est. Tellement en fait que les sénateurs romains craignaient que l'Empire ne perde sa richesse au profit de terres étrangères. Pline l'Ancien se plaignait que Rome envoyait sa richesse pour vêtir des femmes de tissus transparents. Et il n'exagérait pas. Les routes commerciales de la soie sont devenues des artères de prospérité, mais aussi de dépendance. Il est étrange de penser que pendant que les tisserands chinois dans de petites villes filaient leurs fils dans des ateliers silencieux, leur travail finirait un jour sur le dos des élites romaines, dînant dans des palais de marbre à des milliers de kilomètres. Aucune des deux parties ne savait grand-chose de l'autre. Les Romains ne savaient pas ce qu'était réellement la soie, et les Chinois ignoraient qui l'achetait. Pourtant, elles étaient reliées par les mains d'innombrables commerçants, interprètes et voyageurs, qui transportaient le tissu d'un monde à l'autre. Et avec la soie est devenu plus que du luxe. Connaissances, histoire et petites influences culturelles s'infiltraient à chaque échange. La verrerie romaine trouvait son chemin vers l'Est. Les épices, les herbes et même les idées sur la médecine et l'astronomie se glissaient vers l'Ouest. La route de la soie, encore loin d'être une seule route, mais un réseau de chemins, faisait plus que déplacer des marchandises. Elle mêlait les civilisations, même quand celles-ci ne s'étaient jamais rencontrées. Bien sûr, tout le monde à Rome ne voyait pas la soie comme un symbole de progrès. Pour l'élite conservatrice, elle prouvait que l'Empire s'était trop confortablement installé, que ses citoyens perdaient les vieilles vertus romaines de discipline et de retenue. Mais la mode, comme souvent, se moquait des arguments moraux. Une fois adoptée par la haute société, tout le monde a suivi, du moins autant que possible. Des imitations sont apparues, du lin tissé fin pour ressembler à de la soie, ou de la laine teinte pour imiter son éclat. Tout le monde voulait un morceau de ce mystère oriental. Avec le temps, la demande de Rome pour la soie est devenue l'un des moteurs majeurs du commerce sur de longues distances. Ce n'était ni la guerre ni la politique qui liaient l'Empire aux lointaines terres d'Asie, c'était la mode. Une fascination si forte qu'elle a franchi désert, montagnes et langues. Au final, la soie a fait plus que décorer le monde romain. Elle a révélé quelque chose de plus profond. Même l'empire le plus puissant de la terre pouvait être captivé par un simple tissu. Et de ce désir, des liens invisibles se sont tissés à travers les continents. Rome pensait acheter de la beauté, mais ce qu'elle achetait réellement, c'était le début de la mondialisation. Et des siècles plus tard, lorsque la route de la soie atteignit son apogée sous de nouveaux empires et des voyageurs comme Marco Polo, les échos de cette obsession romaine étaient toujours présents, preuve qu'un simple fil, une fois tiré, peut tisser l'histoire du monde. La diffusion des religions, comment la route de la soie a transporté le bouddhisme, l'islam et le christianisme. Quand on parle de la route de la soie, on imagine souvent des caravanes chargées de soie, d'épices et d'or traversant des déserts sans fin. Mais les choses les plus puissantes qui voyageaient sur ces routes n'étaient pas des marchandises, c'étaient des idées, des croyances, des histoires et des questions sur la vie qui se déplaçaient silencieusement d'un esprit à l'autre, portées non par des marchands en quête de profit, mais par des voyageurs en quête de sens. Il est facile d'oublier que les routes commerciales n'étaient pas que des autoroutes pour les biens, elles étaient des réseaux humains. Et les humains parlent, beaucoup. Ils partagent ce qu'ils croient, ce qu'ils craignent, ce qui leur donne de l'espoir. La route de la soie est devenue la plus grande conversation du monde antique, une conversation sur la foi. Elle a commencé, d'une certaine manière, avec le bouddhisme. Bien avant que l'islam ou le christianisme n'atteignent ces terres, les moines bouddhistes étaient parmi les premiers voyageurs de la route de la soie. Depuis le nord de l'Inde, ils suivaient les routes commerciales à travers les montagnes d'Asie centrale, se dirigeant vers l'Est, vers la Chine. Ils n'étaient ni riches ni puissants. Ils ne transportaient aucun trésor sauf des rouleaux et des enseignements. Pourtant, leur influence était immense. Dans des villes oasis comme Khotan et Dunhuang, ils construisaient des monastères où les voyageurs fatigués pouvaient se reposer. Les marchands y trouvèrent du réconfort, des lieux calmes remplis d'art, de nourriture et d'histoires de compassion et de paix intérieure. Avec le temps, ces haltes sont devenues des centres culturels. Des sculptures du Bouddha apparaissaient dans des grottes creusées dans les falaises, et les artisans locaux commencèrent à mêler les styles indiens aux influences chinoises et perses. On peut encore voir des traces de cette fusion aujourd'hui dans les fresques anciennes des grottes désertiques de Dunhuang. Au 1er siècle après Jésus-Christ, le bouddhisme avait atteint le cœur de la Chine. Mais il n'est pas arrivé sous forme finie. Il a évolué au fil de son voyage. En Asie centrale, les idées bouddhistes
se mêlait aux croyances locales, acquérant de nouvelles interprétations et expressions. Lorsqu'il s'enracina en Chine, il était devenu quelque chose d'unique, adapté, traduit et profondément intégré à la pensée chinoise. Voilà la magie de la route de la soie. Rien ne restait pareil une fois en mouvement. Des siècles plus tard, une autre grande foi entreprit son voyage sur les mêmes routes, l'islam. Après l'essor des califats islamiques au 7e siècle, des marchands et savants de Bagdad, Damas et Boukhara commencèrent à se répandre vers l'Est. Ils apportaient non seulement la religion, mais aussi la science, les mathématiques et l'art. Contrairement aux conquérants précédents, de nombreux voyageurs musulmans diffusaient leur influence par le commerce et le savoir. Des villes comme Samarcande et Boukhara devinrent des centres d'apprentissage brillants où poètes persans, astronomes arabes et marchands turcs se rassemblaient dans les mêmes bazars. Dans ces mêmes villes, les monastères bouddhistes, les églises chrétiennes et les mosquées islamiques se trouvaient souvent étonnamment proches les uns des autres. La route de la soie n'effaçait pas les différences, elle les superposait. Les voyageurs pouvaient entendre des chants bouddhistes le matin, partager un festin persan avec un marchand sogdien à midi et écouter l'appel à la prière le soir. La foi, comme le commerce, faisait partie de la vie quotidienne. Le christianisme aussi se fraya un chemin vers l'Est, pas le type romain que la plupart des gens connaissent, mais la branche orientale ou nestorienne. Des missionnaires voyageaient, depuis le Moyen-Orient, à travers la Perse et l'Asie centrale, établissant de petites communautés durables. Ils atteignirent même la Chine pendant la dynastie Tang. Dans la capitale Chang'an, il y avait autrefois une église nestorienne, et des inscriptions sur pierre en syriaque et en chinois racontèrent comment leur foi avait trouvé un foyer loin de ses terres d'origine. Ces rencontres ne se passaient pas toujours sans heurts. Certains dirigeants accueillaient la diversité, d'autres tentèrent de réprimer les religions étrangères. Mais personne ne pouvait vraiment arrêter le flux. La route de la soie avait le pouvoir de mélanger et de remodeler tout ce qu'elle touchait. Art, langue et croyances. Un artisan perse pouvait graver des symboles bouddhistes sur des boîtes en ivoire pour des clients chinois, tandis qu'un érudit chinois pouvait citer Confucius et le Bouddha dans la même phrase. Ce qui est intéressant, c'est que la foi sur la route de la soie ne se limitait pas à la religion. Il s'agissait de curiosité. Les gens étaient avides d'apprendre les uns des autres. Les mathématiques indiennes influencèrent les savants musulmans, qui transmettaient ensuite ce savoir à l'Europe. Les histoires d'une tradition trouvaient des échos dans une autre. Même le simple acte de commercer créait de petits moments d'échange culturel. Un marchand priant avant un voyage, un moine bénissant sa caravane, un érudit partageant un verset d'une écriture étrangère. Lorsque la route de la soie atteignit son apogée, elle était devenue plus qu'un réseau commercial. C'était une toile vivante d'idées, reliant les peuples à travers les continents grâce à l'émerveillement et aux questions sur l'existence. Plus tard, lorsque la route déclina et que de nouvelles routes maritimes prirent le relais, beaucoup de ces connexions s'éteignirent, mais les religions qui avaient voyagé sur ces chemins poussiéreux restèrent. Le bouddhisme, l'islam et le christianisme portaient tous les marques de leur long voyage, façonnés par les terres qu'ils traversaient et les peuples qu'ils rencontraient. Marchands, nomades et espions, les gens qui donnaient vie à la route. Si la route de la soie était un corps, les marchands en seraient le cœur, les nomades les jambes et les espions. Eh bien, ils étaient les murmures silencieux qui faisaient tout avancer. La route de la soie n'était pas juste un chemin à travers le désert ou les montagnes. C'était un réseau vivant de gens qui lui donnaient vie. Sans eux, ce n'aurait été que sable et silence. Commençons par les marchands, ceux qui prenaient des risques. Ces personnes chargeaient tout ce qu'elles possédaient sur des chameaux ou des chevaux et traversaient certains des paysages les plus difficiles de la planète. Ils n'étaient pas des aventuriers en quête de gloire ou de découverte. C'étaient des gens pragmatiques à la recherche d'opportunités. Un seul voyage pouvait durer des mois, voire des années. Bandits, tempêtes et changements politiques rendaient en chaque périple imprévisible. Pourtant, ces commerçants continuaient, car les récompenses en valèrent peu la peine. Un paquet de soie venu de Chine pouvait acheter une vie confortable à Rome ou en Perse. Ce qui est fascinant, c'est la manière dont ces marchands construisaient des ponts invisibles entre les cultures. Ils ne faisaient pas que commercer des biens, ils échangèrent des langues, des habitudes, des blagues et même des styles culinaires. Un marchand de Xi'an pouvait partager des feuilles de thé séchées avec un commerçant perse, qui les présenterait ensuite à un acheteur romain curieux de cette boisson verte de l'Est.
et c'est ainsi que de petits échanges devenaient de grandes histoires. Puis il y avait les nomades, la véritable colonne vertébrale de la route de la soie. Ils ne construisaient pas de ville ni d'empire, mais ils connaissaient chaque parcelle du terrain. La route de la soie traversait leurs terres, les steppes infinies d'Asie centrale, où l'horizon semblait ne jamais finir. Ces tribus nomades devinrent guides, protecteurs, et parfois, oui, pillards. Leurs chevaux étaient plus rapides que n'importe quelle armée, et leur capacité à survivre dans le désert les rendait indispensables. Les nomades comme les Sogdiens et les tribus turques n'étaient pas de simples éleveurs errants. Ils étaient des négociateurs et intermédiaires experts qui savaient faire circuler le commerce sans accroc. Ils transmettaient des messages entre les dirigeants, servirent de traducteurs et devenaient parfois eux-mêmes diplomates. Le monde se souvient souvent des grands empereurs et généraux, mais sans ces intermédiaires nomades, la plupart de ces empires seraient restés isolés. Et puis, il y avait les espions. On ne pense pas toujours à l'espionnage quand on imagine des caravanes de commerce, mais la route de la soie regorgeait de secrets. Chaque caravane transportait non seulement des marchandises, mais aussi des informations. Quelle ville prospérait, quel roi était en guerre, où se trouvaient les meilleures routes ou ressources. Les dirigeants voulaient ces connaissances et envoyaient souvent des gens déguisés en commerçants pour les obtenir. L'envoyé chinois Zhang Qian, dont nous parlerons plus en détail, fut l'un des premiers à voyager vers l'Ouest sous ordre impérial. Sa mission était commerciale, mais son vrai but était le renseignement. L'espionnage n'était pas toujours politique. Parfois, il était économique. Les commerçants gardèrent des secrets sur l'endroit où ils achetaient certaines marchandises ou comment ils négocièrent les prix. Une seule information pouvait faire ou défaire une fortune. D'une certaine manière, chaque marchand était un peu espion, protégeant ses connaissances et observant celles des autres. La route de la soie n'a jamais été une seule autoroute. C'était un labyrinthe mouvant de routes, traversant déserts, montagnes et mers. Et à cause de cela, ce n'étaient pas les gouvernements qui la contrôlaient la plupart du temps. C'étaient les gens, ceux qui bougeaient, ceux qui s'adaptaient. Les marchands et les nomades bâtissaient des relations qui duraient des générations, même lorsque les empires s'élevaient et tombaient. Dans les marchés de Samarcande ou de Kashgar, on voyait un mélange de tout, pièces grecques, porcelaine chinoise, épices indiennes, tapis persans. On entendait 5 langues dans une même conversation et sentait 10 cuisines différentes dans la même rue. Il y avait des conteurs, des conducteurs de chameaux, des bijoutiers et des érudits, tous partageant un même espace, tous connectés par la promesse du commerce. Cela devait être impressionnant à voir, un endroit où le monde ne se contentait pas de se rencontrer, mais se mélangeait. Et ces gens ne transportaient pas seulement des marchandises, ils transportaient des idées. Les moines bouddhistes empruntaient les mêmes routes que les marchands de soie, portant des écritures et des enseignements. Plus tard, les savants islamiques frient de même, diffusant connaissances et sciences à travers les continents. Même l'art et l'architecture évoluaient grâce à ces rencontres. On le voit dans les temples d'Asie centrale, qui reprenaient des designs de Perse et de Chine, ou dans les motifs européens qui apparaissaient sur des tissus orientaux. Bien sûr, tout le monde sur la route de la soie ne vivait pas une vie d'aventure. Certains étaient agriculteurs fournissant la nourriture aux caravanes. D'autres fabriquèrent des poteries ou des outils que les commerçants transportaient loin. Même ceux qui ne quittaient jamais leur ville faisaient partie de ce réseau mondial. La route touchait tout le monde, d'une manière ou d'une autre. Ainsi, quand on parle de la route de la soie, il est facile de se concentrer sur les empires, les Han, les Parthes, les Romains, les Mongols. Mais la vérité, c'est que cette route était maintenue vivante par des gens ordinaires, par des mains qui cousaient, cuisinaient, guidaient, protégeaient et commerçaient. C'était leur effort, leur courage et leur curiosité qui ont gardé le monde connecté pendant des siècles. Et même si la route finirait par changer, avec les navires prenant le relais et les déserts reprenant les anciens chemins, l'esprit de ces voyageurs n'a jamais disparu. D'une certaine manière, chaque fois que nous échangeons une idée, un produit ou même une histoire à travers les frontières aujourd'hui, nous faisons perdurer leur voyage. L'essor de Samarcande, joyau du désert et centre du monde. Si vous aviez voyagé à travers l'Asie centrale il y a 1000 ans, il y a un nom que vous auriez entendu murmurer par chaque marchand, moine et voyageur, Samarcande. Ce n'était pas juste une étape sur la route de la soie, c'était l'étape. Un endroit où le désert s'épanouissait soudainement en couleurs, où les langues se mêlaient comme des épices, et où l'air lui-même semblait vivant d'histoire.
Bien avant de devenir une légende, Samarcande n'était qu'une oasis parmi tant d'autres sur les plaines poussiéreuses de Sogdiane. Les terres autour étaient sèches et rudes, mais elles se trouvaient à un endroit idéal, là où les grandes routes commerciales venant de Chine, d'Inde et de Perse se rencontraient. Les caravanes se dirigeant vers l'ouest devaient y passer. Cela donnait à Samarcande un cadeau que peu de villes obtiennent, un mouvement constant, des échanges permanents. Chaque route semblait y mener, et chaque voyageur apportait quelque chose de nouveau. Lorsque les Sogdiens en firent leur capitale, Samarcande prospérait déjà. Ses commerçants étaient parmi les plus habiles de la route de la soie, multilingues, astucieux dans les négociations, toujours un pas en avance sur les empires. Ils transformèrent leur ville en un marché unique. Dans ces rues de ces premiers siècles, on trouvait des tapis persans à côté de soie chinoise, des épices indiennes à côté de verres romains. Des pièces de dizaines de royaumes circulaient quotidiennement. La richesse de la ville ne venait ni de la conquête ni de l'agriculture, elle venait de ses connexions. Et ces connexions donnaient à Samarcande son caractère unique. C'était une ville de mélange, de peuples, d'idées et de croyances. On pouvait entendre des prières en sanskrit, en persan et en chinois au même matin. Des monastères bouddhistes, des temples zoroastriens et plus tard des mosquées islamiques se dressaient non loin les uns des autres. Ce n'était pas toujours paisible, mais c'était vivant, et cela faisait de Samarcande le cœur battant d'un monde qui commençait à peine à réaliser son immensité. La ville atteignit l'un de ses premiers sommets sous la dynastie samanide autour des 9e et 10e siècles. Les Samanides, dirigeants perses passionnés par la connaissance et l'art, firent de Samarcande un centre culturel. Bibliothèques et écoles prospéraient, et des érudits se rassemblaient pour traduire des œuvres grecques et sanskrites en arabe et en persan. Cette révolution tranquille des idées aiderait plus tard à déclencher les avancées scientifiques et philosophiques de l'âge d'or islamique. Ainsi, quand on pense à la transmission du savoir de l'Est à l'Ouest, Samarcande fut un pont essentiel. Puis vint un nouveau chapitre, écrit dans le feu et la reconstruction. Au début du XIIIe siècle, les Mongols arrivèrent. Menés par Gengis Khan, ils dévastèrent les villes de la route de la soie à une vitesse terrifiante, et Samarcande, malgré sa beauté, ne put échapper à leur passage. Elle fut conquise, sa richesse pillée, et pendant un temps, il sembla que la ville disparaîtrait dans les sables comme tant d'autres avant elle. Mais Samarcande avait une capacité à renaître. Sa position était trop parfaite, ses racines trop profondes. Un siècle plus tard, un seigneur de guerre local nommé Timur, connu en Occident sous le nom de Tamerlan, fit de Samarcande sa capitale. Sous lui, elle se transforma à nouveau, cette fois en l'une des plus magnifiques cités du monde. Timur voulait en faire la perle de son empire, un lieu éblouissant pour tout visiteur. Il fit venir architectes, artistes et artisans de toutes les terres qu'il avait conquises, de Perse, d'Inde et même de certaines parties de l'Empire ottoman. Ils construisirent de grandes mosquées, palais et jardins, dont beaucoup existent encore aujourd'hui sur la célèbre place du Régistan. Sous Timur et ses descendants, Samarcande devint plus qu'un simple poste commercial. C'était une vitrine de ce que la route de la soie avait rendu possible, un endroit où art, science et richesse se mélangeaient pour créer quelque chose de nouveau. Les astronomes y observaient les étoiles depuis ces observatoires. Les poètes y écrivaient des vers qui voyageaient jusqu'en Andalousie. Les dômes aux carreaux bleus brillaient sous le soleil, donnant à la ville son surnom, joyau du désert. Ce qui est assez fascinant, c'est que, malgré toutes ces périodes de gloire et de déclin, invasion, reconstruction et changement d'empire, Samarcande ne perdit jamais son identité de carrefour. Elle n'appartenait pas à une culture ou à un peuple. Elle appartenait à tous ceux qui y passaient. Chaque voyageur laissait une trace, un mot, un plat, une histoire. Et toutes ces traces construisirent quelque chose de plus grand que n'importe quel empire seul n'aurait pu créer. Aujourd'hui encore, quand on parle de mondialisation ou d'échange culturel, on pense souvent à une idée moderne. Mais Samarcande la vivait il y a plus de 1000 ans. Elle prouvait que le commerce n'était pas seulement des biens, c'était des idées, des croyances et de l'imagination qui traversaient les frontières. Même aujourd'hui, si l'on se promène dans les vieilles rues de Samarcande, on peut encore le ressentir, ce léger bourdonnement de l'histoire, présent dans chaque brique et carreau. La ville qui s'éleva des sables devint littéralement le centre du monde. Et tandis que Samarcande brillait à son apogée, d'autres villes et routes évoluaient aussi, notamment pendant l'âge d'or de la dynastie Tang.
quand l'Est et l'Ouest se connectèrent de nouvelles manières. Cette partie de l'histoire arrive ensuite. Les routes cachées du Sud, route maritime de la soie et empire maritime. Pour la plupart des gens, quand ils entendent « route de la soie », ils imaginent des caravanes traversant des déserts, des chameaux avançant péniblement dans les dunes et des marchands se reposant dans des oasis poussiéreuses. Mais il y avait un autre aspect de cette histoire, un aspect qui ne traversait pas le sable, mais la mer. Ce sont les routes cachées du Sud, les routes maritimes qui transportaient soie, épices et histoire sur les vagues. Et pendant des siècles, elles reliaient silencieusement les mêmes mondes que les marchands terrestres, mais plus vite, plus risqués et souvent beaucoup plus rentables. Les routes maritimes commencèrent à se former à peu près au même moment que la route de la soie terrestre, pendant la dynastie Han, il y a environ 2000 ans. La côte est de la Chine était déjà animée de petits ports où les marchands échangeaient sel, céramique et soie. Mais la véritable expansion survint quand ils réalisèrent que leurs navires pouvaient aller beaucoup plus loin. Depuis l'embouchure du fleuve Yangtze, les marins commencèrent à pousser vers le sud le long de la côte, atteignant ce qui est aujourd'hui le Vietnam, la Malaisie et l'Indonésie. De là, ils suivirent la courbe de l'océan Indien jusqu'en Inde et au-delà. Ce qui rendit cela possible était à la fois simple et extraordinaire, les vents de mousson. Ces vents saisonniers soufflaient dans une direction pendant la moitié de l'année et dans l'autre moitié pour le reste. Les marins antiques apprirent à les utiliser comme des autoroutes invisibles. Une saison, ils naviguaient vers l'ouest, chargés de soie, de porcelaine et de lacs. Quelques mois plus tard, ils revenaient vers l'est, leurs navires lourds d'épices, de perles et de pierres précieuses. Ce n'était pas une route droite, plutôt un réseau de ports et d'escales, mais elle reliait la Chine à l'Asie du Sud-Est, à l'Inde, à l'Arabie et même à l'Afrique de l'Est. Au début, la plupart de ces voyages étaient gérés par des intermédiaires. Les navires chinois s'aventuraient rarement loin de leurs eaux familières, et les marchands indiens et arabes dominaient souvent les routes les plus longues. Ils étaient des navigateurs experts, maîtrisant la lecture des étoiles et les humeurs de la mer. Le dhow arabe et le navire à planches cousues, indien devinrent les héros méconnus des échanges mondiaux bien avant que l'Europe ne rejoigne le jeu. Ces navires-là transportèrent la soie jusqu'au port d'Inde, où elle était échangée contre des épices, poivre, cannelle, cardamome, des biens que l'élite chinoise appréciait autant que l'or. Au fil du temps, des royaumes côtiers entiers s'enrichirent grâce à ce trafic. L'un des premiers fut Funan, situé dans ce qui est aujourd'hui le Cambodge et le sud du Vietnam. Ses dirigeants contrôlaient des ports vitaux où se rencontraient les navires de Chine et d'Inde. Plus à l'ouest, dans l'Indonésie actuelle, le royaume de Srivijaya prit le pouvoir en contrôlant le détroit de Malacca, le passage étroit que tous les navires devaient franchir pour passer de l'océan Indien à la mer de Chine méridionale. Celui qui contrôlait ce détroit contrôlait le flux des biens les plus précieux du monde. Srivijaya le savait bien et, pendant des siècles, joua à la fois le rôle de gardien et de passeur des routes maritimes. La route de la soie postille maritime ne transportait pas seulement soie et épices, elle véhiculait religion, langue et idées. De l'Inde vinrent le bouddhisme et l'hindouisme, qui se répandirent en Asie du Sud-Est et laissèrent leur empreinte dans les temples d'Angkor et de Borobudur. Plus tard, l'islam suivit les mêmes eaux, porté par des marchands arabes installés sur les côtes de Sumatra et de Java. Même le christianisme fit des apparitions discrètes, via des marins persans et plus tard européens. Ces voies maritimes n'étaient pas seulement des routes commerciales, elles étaient des corridors flottants de culture. Pendant ce temps, en Chine, différentes dynasties encourageaient ou limitaient le commerce maritime selon leurs priorités. La dynastie Tang en particulier, celle qui supervisa le grand âge des échanges terrestres de la route de la soie, encouragea le commerce maritime. Des villes comme Canton et Quanzhou devinrent des ports internationaux, animés par des marchands étrangers parlant une douzaine de langues. On y trouvait des orfèvres persans, des érudits arabes, des commerçants d'épices indiens et des marins malais dans les mêmes rues du marché. C'était, à bien des égards, une première version de la mondialisation, longtemps avant que le terme n'existe. La dynastie Song qui suivit renforça encore la route de la soie maritime. La construction navale chinoise atteignit de nouveaux sommets, avec d'énormes jonques capables de transporter des centaines d'hommes et des tonnes de marchandises. Ces navires avaient eu plusieurs ponts, des compartiments étanches et des gouvernails avancés, bien au-dessus de tout ce qui existait en Europe à l'époque, et ils naviguaient non seulement vers l'Inde, mais jusqu'au golfe Persique et à l'Afrique de l'Est.
des céramiques et des pièces chinoises ont été retrouvées aussi loin que le Kenya et la Tanzanie. Preuve que ces routes maritimes s'étendaient plus loin que la plupart des gens ne le pensent. Bien sûr, le commerce maritime n'était jamais sans danger. Les pirates écumaient les eaux. Les tempêtes pouvaient détruire des flottes en une seule nuit, et la politique transformait souvent les ports en champs de bataille. Mais les récompenses l'emportaient sur les risques. Pour les royaumes le long de ces routes, la prospérité venait de la mer. Les ports prospéraient, les villes grandissaient, et des cultures entières évoluaient autour de la vie maritime. L'océan n'était pas un obstacle, c'était un pont. L'un des moments les plus fascinants survint bien plus tard, pendant la dynastie Ming, lorsque l'amiral Zheng He, un eunuque musulman chinois, dirigea une flotte massive à travers l'océan Indien. Ses voyages atteignirent l'Inde, l'Arabie et l'Afrique de l'Est, affichant la richesse et le pouvoir de la Chine. Les navires de Zheng He étaient ainsi comme des villes flottantes, certains mesurant plus de 400 pieds de long, disait-on. Mais après sa mort, la Chine se replia sur elle-même et ses grandes expéditions tombèrent dans la légende. Pourtant, elles rappelaient à quel point le monde ancien avait été connecté, non seulement par les sentiers du désert, mais par la mer ouverte. Ces routes cachées du sud n'eurent jamais la renommée des caravanes de chameaux, mais en réalité, elles portaient autant, voire plus, de l'héritage de la route de la soie. Elles reliaient des peuples éloignés, répandaient de nouvelles saveurs et croyances, et faisaient de l'océan une partie de la même histoire commencée avec un fil de soie scintillant. Et quand, plusieurs siècles plus tard, les Portugais et d'autres puissances européennes commencèrent à naviguer vers l'Est, à la recherche d'épices et de richesses, ils ne découvraient rien de nouveau. Ils reprenaient simplement des routes déjà utilisées depuis 1000 ans, les mêmes routes de la soie maritime qui avaient jadis relié l'ancien monde, vague après vague. Marco Polo et l'Empire mongol, le monde enfin connecté. C'est étrange de penser qu'un jeune marchand vénitien puisse rendre le monde médiéval tout entier plus petit. Marco Polo n'a pas inventé l'exploration, et il n'était certainement pas le premier Européen à atteindre l'Est. Mais quand il rentre chez lui après plus de 20 ans de voyage, les récits qu'il rapporte changent pour toujours la manière dont l'Europe voit le monde. Et rien de tout cela n'aurait été possible sans le vaste empire des Mongols, un empire qui, pendant un bref moment, a relié le monde. Au moment de la naissance de Marco Polo, au milieu du XIIIe siècle, les Mongols avaient déjà conquis la moitié du monde connu. Des plaines glacées de Russie au fleuve de Chine, leurs bannières flottaient sur des terres qui appartenaient autrefois à des dizaines de royaumes. Pendant des siècles, la route de la soie avait été dangereuse. Bandits, guerres et empires en déclin rendèrent le commerce à longue distance risqué. Mais sous le règne des Mongols, quelque chose d'extraordinaire se produit, la paix. Du moins, une version de celle-ci. Les historiens l'appellent la Pax Mongolica, la paix mongole. Pour la première fois dans l'histoire, presque toute l'Eurasie est connectée sous un seul système politique. Les caravanes pouvaient se voyager de la Méditerranée au Pacifique avec un seul passeport portant le sceau du Grand Khan. Les routes étaient gardées, des relais construits, et des coursiers traversaient l'Empire au galop pour transmettre des messages en un temps record. Le commerce prospérait à nouveau. C'est dans ce moment de stabilité inhabituelle que commence l'histoire de Marco Polo. Son père, Niccolo, et son oncle, Maffeo, étaient des marchands qui s'étaient déjà aventurés à l'Est avant même que Marco ne naisse. À leur retour à Venise, ils rapportent des récits d'un pays au-delà de toute imagination, d'un souverain à l'Est plus puissant que n'importe quel roi européen. Ce souverain était Kublai Khan, petit-fils de Gengis Khan, qui règne sur la Chine depuis sa capitale magnifique, Khan Balik, l'actuel Pékin. Lorsque les Polos repartent en l'an 1271, Marco, encore adolescent, les accompagne. Leur route n'est pas facile. Ils traversent les déserts de Perse, les hautes montagnes d'Afghanistan et le cœur de l'Asie centrale. Ils voyagent pendant des années, suivant les mêmes chemins qui transportaient autrefois soie, chevaux et pierres précieuses, des routes que Zhangqian avait ouvertes des siècles auparavant. Chaque ville qu'ils traversent montre à quel point les Mongols ont remodelé la route de la soie. Des relais fournissent nourriture et abri. Les soldats mongols maintiennent les routes dégagées. Dans beaucoup d'endroits, commerçants de toute religion, musulmans, bouddhistes, chrétiens nestoriens, vivent côte à côte. Quand ils atteignent enfin la cour de Kublai Khan, la vie de Marco Polo change. Le grand Khan est fasciné par les étrangers,
surtout ceux qui apportent connaissances et compétences de contrées lointaines. Marco gagne rapidement sa faveur et commence à servir comme une sorte d'envoyé et d'observateur. Pendant les 17 années suivantes, il voyage à travers la Chine et au-delà, à travers les jungles du Yunnan, les grandes villes de Hangzhou et Suzhou, et même, selon certains récits, jusqu'au sud actuel du Vietnam et de l'Inde. Ce qui est remarquable, c'est la manière dont Marco voit le monde. Ses descriptions ne portent pas seulement sur la richesse ou l'émerveillement, elles sont remplies de curiosité pour la vie des autres peuples. Il observe comment l'argent papier remplace les pièces en Chine, comment le charbon est utilisé pour le chauffage, comment d'immenses canaux relient des régions entières, et comment les Mongols gèrent leur immense empire avec efficacité et tolérance. Pour un public européen qui croyait encore aux dragons et aux monstres lointains, ces récits semblent presque incroyables. Bien sûr, tout le monde ne le croit pas. Lorsqu'il revient enfin à Venise, après des décennies d'absence, la guerre éclate bientôt entre Venise et Gênes, et Marco devient prisonnier. Dans sa cellule, il rencontre un écrivain nommé Rusticello de Pise, et ensemble, ils transforment ses souvenirs en un livre qui deviendra légendaire, Les Voyages de Marco Polo. Ce livre devient la fenêtre par laquelle l'Europe médiévale découvre le monde. Pour la première fois, les Européens peuvent lire des récits détaillés des villes chinoises, des richesses de la cour mongole et des cultures de l'Asie centrale. La route de la soie, autrefois ligne abstraite sur une carte, prend soudain vie dans l'esprit des marchands, savants et explorateurs. Elle stimule les imaginations qui mèneront plus tard aux grandes découvertes, y compris celle de Christophe Colomb, qui aurait emporté un exemplaire du livre de Polo sur son navire des siècles plus tard. Ce qu'on oublie facilement, c'est combien l'Empire mongol a rendu tout cela possible. Kublai Khan ne se contente pas de conquérir, il connecte. Son empire construit des ponts, sécurise les routes et encourage le commerce d'une manière inédite. Sous le règne mongol, un astronome perse peut travailler en Chine. Un marchand vénitien peut servir un empereur asiatique, et des marchandises méditerranéennes peuvent atteindre le Japon. C'est le premier véritable moment de mondialisation. Mais comme tous les moments, il ne dure pas. Lorsque l'empire mongol commence à se fragmenter au XIVe siècle, les anciennes connexions s'effilochent. La banditisme revient, les seigneurs locaux exigent des taxes, et les voyages deviennent à nouveau dangereux. Pourtant, le souvenir de ce bref moment où le monde semblait ouvert reste vivant, dans les histoires, dans le commerce et dans le désir humain d'explorer ce qui se trouve au-delà de l'horizon. Le voyage de Marco Polo n'est pas seulement une aventure personnelle, c'est le point de rencontre de deux mondes, l'Est et l'Ouest, qui s'étaient lentement rapprochés depuis des siècles le long de la route de la soie. Son histoire prouve que la distance peut être franchie, que les barrières linguistiques peuvent être brisées, et que la curiosité est parfois plus forte que la peur. Dans les siècles suivants, les routes maritimes prennent le dessus et les anciennes routes désertiques s'effacent. Mais l'idée de connexion, que le monde puisse être un espace unique et partagé, commence ici, à l'ombre de l'Empire mongol, avec un jeune voyageur qui a refusé de rester chez lui. Et voilà le véritable héritage du voyage de Marco Polo. Non seulement ce qu'il a vu, mais ce que son récit a inspiré. Un monde qui, autrefois divisé par des déserts et des océans, commence à s'imaginer comme un tout. Les secrets des steppes, l'impact de Gengis Khan sur le commerce mondial. Quand on entend le nom de Gengis Khan, on imagine généralement le feu et la fureur. Villes en flammes, armées chargées, empire bâti sur la conquête. Et oui, tout cela est arrivé. Mais il y a un autre côté à son histoire, rarement raconté. Sous les batailles et la brutalité, Gengis Khan a aussi transformé le commerce mondial. Sans lui, la route de la soie aurait peut-être disparu des siècles plus tôt. Les steppes, cette mer de grâce infinie s'étendant de la Mongolie à l'Europe de l'Est, ont toujours été le domaine des nomades. Des peuples vivant au rythme des saisons, suivant leurs troupeaux à travers de vastes terres ouvertes. Ils n'étaient pas attachés aux villes ni aux fermes, mais cela ne signifiait pas qu'ils étaient déconnectés. Bien avant la naissance de Gengis, la steppe était déjà un carrefour pour voyageurs et commerçants entre la Chine, l'Asie centrale et la Perse. La route de la soie ne passait pas seulement par le désert, elle traversait aussi ses plaines. Mais c'était risqué. Chaque royaume, chaque tribu et chaque petit seigneur de guerre pouvait perturber le commerce. Les caravanes étaient souvent attaquées, les marchandises volées, les marchands tués. Puis vient Temujin, l'homme qui deviendra Gengis Khan. Il grandit parmi ces mêmes tribus, témoin de conflits constants. Et lorsqu'il unifie les Mongols au début du XIIIe siècle,
Il ne se contente pas de former une armée, il instaure l'ordre dans le chaos. La steppe, autrefois divisée par les rivalités de clans, a désormais un seul souverain, une seule loi et une seule vision. Lorsque Gengis et ses successeurs s'étendent vers l'ouest, ils ne conquièrent pas seulement pour le pouvoir. Ils veulent le contrôle, et pas seulement sur les hommes, mais sur les mouvements. Les routes commerciales signifient information, ressources et richesse. Partout où ces armées passent, elles ne détruisent pas les routes, elles les sécurisent. Elles chassent les bandits, construisent comme des relais pour les voyageurs et instaurent un système postal si efficace que les messages peuvent traverser des milliers de kilomètres plus vite que jamais. C'est l'un des premiers réseaux de communication véritablement mondiaux de l'histoire. Sous l'empire mongol, le commerce prospère comme jamais auparavant. Pour la première fois, l'ensemble de la route de la soie, de l'océan Pacifique à la mer Méditerranée, est sous un ordre politique stable et unique. Les historiens ont même un terme pour cela, la Pax Mongolica, ou paix mongole. Cela semble ironique vu la violence avec laquelle cette paix est obtenue, mais cela fonctionne. Les marchands, autrefois craignants pour leur vie, peuvent maintenant voyager en sécurité. Les Mongols émettent des passeports spéciaux appelés paisi, petites plaques de métal gravées de symboles officiels garantissant un passage sûr. Quiconque attaque un voyageur muni d'un de ces paisi est sévèrement puni. L'Empire dispose même d'un système d'assurance primitif. Si un marchand perd ses biens à cause d'un vol ou d'une catastrophe naturelle, les Mongols le compensent souvent, tant que le commerce se fait sur leur territoire. Une stratégie intelligente, fidéliser les commerçants et maintenir le flux de richesses. Et la richesse circule, soit de Chine, vers du Moyen-Orient, épices d'Inde, or de Perse, tout circule plus vite et plus loin que jamais. Les Mongols ne considèrent pas le commerce comme séparé de la conquête, c'est une stratégie. Après avoir conquis des villes, ils ne se contentent pas de piller et partir. Ils rouvrent les marchés, réparent les routes et encouragent les marchands à revenir. C'est comme si Gengis Khan comprenait qu'une route commerciale stable peut être aussi puissante qu'une armée. Mais il ne s'agit pas seulement de marchandises. La route de la soie sous domination mongole devient une autoroute pour les idées. La science et la médecine islamique se diffusent vers l'Est, tandis que les inventions chinoises, poudre à canon, monnaie papier, circulent vers l'Ouest. C'est l'époque où le savoir devient lui-même une marchandise. Les Mongols emploient même des personnes de tous horizons, Perses, Chinois, Ouïghours, Européens, comme administrateurs, traducteurs et savants. Pendant un temps, le monde est véritablement connecté. Et bien sûr, un voyageur en profitera pleinement plus tard, Marco Polo. Il voyage de Venise jusqu'à la cour de Kublai Khan, petit-fils de Gengis. Ces récits de villes étincelantes et d'immenses empires inspireront l'Europe pendant des siècles. Mais c'est une histoire que nous explorons dans le chapitre précédent. Marco Polo et l'Empire mongol, le monde enfin connecté. Tout n'était pas paisible sous le règne mongol. Leurs guerres détruisent des vies et des villes, et certaines régions ne s'en remettent jamais. Mais, étrangement, de cette destruction naît l'un des réseaux commerciaux les plus sûrs et efficaces du monde médiéval. Même les maladies circulent par ces mêmes routes. La peste noire, que nous aborderons plus tard, se propage rapidement en partie parce que les routes mongoles relient tout le monde. Commerce et tragédie avancent main dans la main. Ce qui est fascinant, c'est que les Mongols, malgré leur statut de nomades, comprennent l'importance des villes. Ils ne les construisent pas eux-mêmes, mais apprécient ceux qui le font. Ils installent des officiers dans des centres clés comme Samarcande et Karakorum pour gérer le commerce et la fiscalité. Ils construisent des entrepôts, des auberges pour les voyageurs et des relais pour les chevaux. Ils n'héritent pas seulement de la route de la soie, ils la réinventent. Lorsque l'empire mongol se fragmente, cette unité disparaît. Les grandes routes commerciales autrefois sûres deviennent dangereuses. Les seigneurs locaux taxent lourdement les caravanes ou se battent pour le contrôle. La route de la soie s'affaiblit et avec le temps, le commerce maritime, mené par les Portugais et autres puissances européennes, prend le relais. Mais pendant environ 100 ans, au sommet du pouvoir mongol, le monde est plus connecté que jamais. Ainsi, quand on parle de Gengis Khan, il faut se rappeler que son héritage ne s'écrit pas seulement dans les batailles ou les empires. Il s'écrit aussi dans les routes commerciales, dans le flux des biens et des idées, et dans la paix inattendue qui suit la tempête. Les steppes ont toujours été un lieu de mouvement, et sous son règne, ce mouvement a transformé la planète. Au final, Gengis Khan ne conquiert pas seulement des terres, il conquiert l'isolement, et cela pourrait bien être le commerce le plus puissant de tous. Le déclin, guerre, empire
et la fermeture de la route de la soie. Lorsque le XVe siècle arriva, les anciennes routes qui avaient autrefois relié le monde commençaient à disparaître. La route de la soie, ce vaste réseau de déserts, de montagnes et de villes qui avait transporté soie, épices, or et idées pendant plus de 1000 ans, tombait lentement dans le silence. Cela ne se produisit pas d'un seul coup. Il n'y eut pas une bataille unique ni un moment où quelqu'un dit « c'est fini ». Au lieu de cela, tout se dénoua peu à peu, détruit par la guerre, les empires changeants et l'apparition de nouvelles façons de déplacer les marchandises à travers le monde. Pendant des siècles, la route de la soie avait dépendu de la stabilité. Elle fonctionnait mieux lorsque de puissants empires maintenaient la paix le long de ses chemins, comme les Han en Chine, les Parthes et les Perses au Moyen-Orient, et les Romains à l'ouest. Plus tard, à l'apogée de l'empire mongol, le monde connut quelque chose de remarquable. Presque toutes les grandes routes commerciales étaient sous un même règne. Pour la première fois dans l'histoire, un marchand pouvait voyager de la Chine à la Méditerranée en toute relative sécurité. Les Mongols régnaient peut-être d'une main de fer, mais leur Pax Mongolica, leur paix mongole, donna à la route de la soie son âge d'or. Mais rien dans l'histoire ne dure éternellement. Après que l'empire mongol commença à se fragmenter au XIVe siècle, le grand réseau terrestre qu'il soutenait se mit lui aussi à s'effondrer. Les régions autrefois unies par la coopération se fracturèrent en petits royaumes souvent hostiles. Bandits, guerres locales et gouvernements instables rendaient les voyages dangereux. Les marchands qui circulèrent librement auparavant devaient désormais faire face à des taxes infinies, des raids et des frontières changeantes. Les routes qui transportaient autrefois le cœur du commerce commencèrent à s'assécher. Puis survint quelque chose d'encore plus dévastateur, la maladie. La peste noire, qui se propagea le long de ces mêmes routes commerciales, décima de grandes populations de la Chine à l'Europe. Ironie cruelle, la même route qui apportait richesse et découvertes transportait aussi la mort. Des villes entières le long de la route de la soie disparurent, leurs marchés vidés, leurs caravansérails laissés à l'abandon. Le commerce ralentit, la peur se répandit, et pendant un temps, le monde sembla se replier sur lui-même, loin des liens qu'il avait construits. Même lorsque le pire de la peste passa, l'équilibre des pouvoirs changeait. À l'ouest, de nouveaux royaumes émergeaient, plus forts, plus ambitieux et désireux de contrôler le commerce. L'essor de l'Empire ottoman au XVe siècle marqua l'un des tournants. Lorsque les Ottomans prirent Constantinople en l'an 1453, ils contrôlèrent seuls le dernier maillon occidental de la route de la soie. Ce qui avait été la porte byzantine entre l'Asie et l'Europe faisait maintenant partie d'un empire islamique qui contrôlait avec soin et taxait lourdement toutes les marchandises qui y passaient. Pour les marchands européens, ce fut un désastre. Les produits de l'Orient devinrent plus chers que jamais. Épices, soie et porcelaine, des biens autrefois réservés aux élites, devinrent presque inaccessibles. Les nations européennes, frustrées par ces obstacles, commencèrent à chercher des alternatives. Si elles ne pouvaient passer par l'Asie, elles pourraient peut-être contourner le continent par la mer. Cette idée, ce simple désir d'atteindre les richesses de l'Orient sans traverser les terres ottomanes, déclencha l'ère des grandes explorations. Ainsi, tandis que la route de la soie terrestre mourait, l'idée derrière elle, le rêve de connecter le monde par le commerce, ne disparaissait pas. Elle se déplaçait simplement vers la mer. Des marins portugais, comme Vasco de Gama, trouvèrent des routes contournant l'Afrique jusqu'en Inde. Des explorateurs espagnols regardèrent vers l'ouest et découvrirent d'abord les Amériques. Bientôt, les navires européens traversaient des océans qui semblaient autrefois sans fin. Le commerce, qui prenait des mois par terre, pouvait désormais se faire par mer en moitié moins de temps. Les océans devinrent les nouvelles artères du monde. Pendant ce temps, en Asie centrale, beaucoup des grandes villes de la route de la soie tombèrent en déclin. Samarcande, autrefois cœur brillant du réseau commercial, vit moins de caravanes et moins de visages étrangers. Les vents désertiques balayèrent ces anciens caravansérails. D'autres villes, comme Kashgar et Merv, subirent le même sort, carrefours autrefois vitaux, désormais vestiges silencieux d'un âge révolu. Certaines routes furent englouties par le sable, d'autres furent complètement oubliées, cachées sous des siècles de poussière. La Chine aussi se replia sur elle-même. Après les grands voyages de Zheng He au début du XVe siècle, la dynastie Ming ferma ses frontières à la plupart des échanges étrangers. Les grands navires furent démantelés, les ambassades étrangères limitées, et les marchands découragés de voyager à l'étranger.
C'était en partie un effort pour préserver le contrôle, mais cela symbolisait aussi un changement, un retrait de l'ouverture qui avait autrefois défini l'esprit de la route de la soie. Et pourtant, même lorsque les anciennes routes disparurent, leur héritage perdura. Les cultures qui s'étaient rencontrées et mêlées le long de ces chemins ne s'oublièrent pas à pas. Mots, aliments, religion et technologie continuèrent à résonner à travers les continents. Le papier, l'imprimerie et la poudre à canon, inventions qui avaient circulé vers l'ouest le long de la route de la soie, avaient déjà transformé l'Europe. De même, les styles artistiques, les langues et les philosophies nées de siècles d'échanges avaient durablement façonné l'Asie. La route elle-même pouvait se fermer, mais les liens qu'elle avait créés étaient impossibles à effacer. Ainsi, lorsque nous parlons du déclin de la route de la soie, il ne s'agit pas seulement de la fin des routes commerciales, c'est la fin d'une époque. Une époque où le monde semblait plus petit parce que des hommes et des femmes courageux transportaient marchandises et histoires, pas à pas, mile après mile. Les routes couvertes de poussière pouvaient se vider, mais leur influence atteignait plus loin que quiconque à cette époque ne pouvait l'imaginer. D'une certaine manière, la route de la soie n'est jamais vraiment morte, elle a simplement changé de forme. Des caravanes traversant les déserts, aux navires voguant sur les océans, des cloches de chameaux, au grincement des mâts en bois. Les routes ont disparu, mais l'idée que le monde est plus riche quand il est connecté a perduré. Et des siècles plus tard, cette même idée renaîtrait sous de nouveaux noms, de nouveaux empires et de nouvelles ambitions. Mais c'est une histoire pour une autre fois. Les Portugais et la révolution des routes maritimes. Quand l'océan remplaça le désert, pendant près de 2000 ans, la route de la soie avait été la grande artère du monde, les veines désertiques qui transportaient soie, épices et histoire à travers les continents. Mais à la fin du XVe siècle, ces mêmes routes s'estompaient. Guerres, empires effondrés et taxes élevées rendaient les voyages terrestres risqués et coûteux. Les caravanes qui autrefois rampaient sur les dunes ralentissaient jusqu'à s'arrêter. Et quelque part aux confins de l'Europe, un groupe de marins impatients commença à se demander « Et s'il y avait un autre chemin, pas à travers le sable, mais à travers la mer ?» Cette question allait provoquer l'un des plus grands changements de l'histoire. Car lorsque les Portugais commencèrent à explorer les océans, ils ne trouvèrent pas seulement de nouvelles routes, ils réécrivirent la carte du commerce mondial. Les routes désertiques, qui avaient autrefois relié la Chine, la Perse et la Méditerranée, allaient être remplacées par des autoroutes bleues sinueuses, contournant l'Afrique et s'étendant dans l'océan Indien. La route de la soie ne mourait pas vraiment, elle se déplaçait. Revenons un instant. Au XIVe siècle, le monde changeait rapidement. L'empire mongol, qui avait autrefois sécurisé le commerce terrestre, s'était effondré depuis longtemps. Les Turcs ottomans contrôlaient désormais une grande partie du Moyen-Orient, y compris les anciens carrefours commerciaux, reliant l'Asie à l'Europe. Chaque marchand qui voulait épices, soie ou porcelaine devait passer par leur territoire et payer pour ce privilège. Pour l'Europe, et particulièrement le Portugal, cela posait problème. Ils voulaient atteindre directement l'Asie, acheter poivre et soie sans intermédiaire. À l'époque, le Portugal pouvait sembler un leader improbable. Petit, situé à l'extrémité ouest de l'Europe, pas particulièrement riche. Mais il avait un énorme avantage, l'océan Atlantique à sa porte et une génération de marins prêts à dépasser le monde connu. Le prince Henri, plus tard surnommé le navigateur, en faisait partie. Il rassembla cartographes, constructeurs de navires et explorateurs et les envoya le long des côtes africaines à la recherche d'un accès aux richesses de l'Orient. Les progrès furent lents pendant des années. Chaque voyage allait un peu plus loin, cartographiant des côtes inconnues, commerçant avec de nouveaux peuples et revenant avec des récits de terres étranges et de mers infinies. Puis vint Bartholomew Dias. En 1488, sa petite flotte fut frappée par des tempêtes si violentes qu'elle perdit la vue sur la terre. Et quand le temps se calma, ils réalisèrent qu'ils avaient contourné le cap sud de l'Afrique. Dias avait accompli ce que personne en Europe n'avait réussi avant, atteindre l'autre côté du continent. Il l'appela le cap des tempêtes. Le roi, sentant judicieusement l'opportunité, le renomma cap de Bonne-Espérance. Une décennie plus tard, un autre marin, Vasco de Gama, passa par ce même cap, mais il ne fit pas demi-tour. Il continua vers l'est à travers le vaste océan Indien, guidé par des navigateurs arabes et utilisant les vents de mousson qui transportèrent les commerçants asiatiques depuis des siècles.
En 1498, il atteignit Calicut, sur la côte sud-ouest de l'Inde. Pour la première fois, une flotte européenne atteignait l'Asie entièrement par mer. Ce seul voyage changea tout. La route de la soie, qui serpentait autrefois à travers déserts et cols montagneux, avait maintenant un rival, plus rapide, moins coûteux et, au moins pour un temps, plus fiable. Les Portugais commencèrent à envoyer régulièrement des flottes, établissant forts et comptoirs le long des côtes africaines et indiennes. Ils ramenèrent poivre, cannelle, porcelaine, soie et or, inondant l'Europe de biens qui mettaient autrefois des mois ou des années à arriver. Lisbonne devint le nouveau centre du commerce mondial et l'ère des empires océaniques commença. Mais cette nouvelle révolution ne changea pas seulement le commerce, elle changea l'équilibre du pouvoir. Les grands empires terrestres qui contrôlaient autrefois la route de la soie, comme la Perse et l'Empire ottoman, perdirent leur emprise sur le commerce mondial. Les ports remplacèrent les oasis, les navires remplacèrent les chameaux, et les marins remplacèrent les maîtres de caravanes. Le flux de richesses et d'influence se déplaça vers l'ouest, vers l'Europe. Ce qui est fascinant, c'est à quel point les anciennes connaissances guidaient encore les nouveaux explorateurs. Les Portugais se basaient sur des cartes, l'astronomie et même des techniques mathématiques transmises le long de la route de la soie des siècles auparavant. D'une certaine manière, les routes terrestres avaient préparé l'humanité aux routes maritimes, transmettant les outils de la découverte bien avant que les navires ne remplacent les caravanes. Bien sûr, tout le monde n'en bénéficia pas. Pour les marchands et les villes qui prospéraient le long de l'ancienne route de la soie, c'était le début du déclin. Des oasis jadis animées comme Samarcande et Kashgar commencèrent à s'effacer dans l'histoire à mesure que le commerce se déplaçait vers les côtes. Pourtant, même lorsque les routes désertiques se taisaient, l'esprit de connexion qu'elles représentaient ne disparut pas. Il changea simplement de forme. Au XVIe siècle, les Portugais furent suivis par les Espagnols, les Hollandais et les Anglais, tous désireux de trouver leur propre chemin vers l'Orient. L'héritage de curiosité et d'échange de la route de la soie était simplement devenu mondial. Le même désir qui poussait autrefois Zhangyan vers l'ouest depuis la Chine poussait maintenant les marins vers l'est depuis l'Europe. C'était le même vieux rêve, découvrir ce qui se trouvait au-delà de l'horizon. En un sens, les Portugais n'ont pas mis fin à la route de la soie, ils l'ont prolongée. Ils l'ont transformée d'un chemin à travers le sable en une toile à travers les océans. Et à travers ce changement, le monde devint véritablement connecté pour la première fois. Idées, marchandises et personnes pouvaient désormais faire le tour complet de la planète. Ainsi, même si les caravanes avaient disparu du désert, leur voyage continuait, dans le vent, dans les voiles des navires, et à travers l'immense étendue bleue qui devint la nouvelle route entre l'Orient et l'Occident. La route de la soie avait évolué. L'océan avait remplacé le désert, mais l'histoire de la connexion humaine se poursuivait, vague après vague. La Renaissance moderne, la nouvelle route de la soie chinoise et ses ambitions globales. C'est étrange de voir comment l'histoire se répète. Pendant des siècles, la route de la soie n'existait que sur des cartes poussiéreuses ou dans les musées, un souvenir romantique de caravanes, d'épices et de soie scintillant sous le soleil du désert. Mais aujourd'hui, cet ancien chemin est de retour sous une nouvelle forme, cette fois faite d'autoroutes, de chemins de fer, de fibres optiques et de cargos. Le nom est le même, la route de la soie, mais l'ambition derrière est encore plus grande. Au début du XXIe siècle, la Chine a lancé ce qu'elle appelle l'initiative ceinture et route, souvent décrite comme la nouvelle route de la soie. Sur le papier, c'est un plan énorme pour relier l'Asie, l'Europe et l'Afrique à travers le commerce et les infrastructures, rappelant le réseau ancien qui avait autrefois fait de la Chine le cœur des échanges mondiaux. Mais si l'on regarde de plus près, cette route de la soie moderne ne concerne pas seulement le commerce, il s'agit d'influence, de stratégie et de vision. Pour comprendre pourquoi la Chine agit ainsi, il faut regarder un peu en arrière. Pendant la majeure partie de son histoire moderne, la Chine était tournée vers elle-même. La route de la soie originale avait disparu depuis longtemps, lorsque l'industrialisation transforma l'Europe et l'Amérique. Mais à la fin du XXe siècle, l'économie chinoise a explosé et le pays a commencé à réimaginer son rôle dans le monde. L'idée était simple mais puissante. Si les anciennes routes commerciales avaient rendu la Chine riche et respectée, pourquoi une nouvelle ne le ferait-elle pas à l'époque moderne? En 2013, le président chinois Xi Jinping annonça le plan, la ceinture économique de la route de la soie,
et la route maritime de la soie. L'une traverserait les terres, à travers l'Asie centrale jusqu'en Europe. L'autre circulerait par mer, reliant les ports de la Chine à l'Afrique, au Moyen-Orient et au-delà. Ensemble, elles formeraient le plus grand projet d'infrastructure internationale de l'histoire humaine. Trains, autoroutes, réseaux électriques, pipelines et réseaux numériques, tout est conçu pour faire circuler le monde à travers la Chine une fois encore. L'ampleur est stupéfiante. Des trains à grande vitesse relient désormais des villes comme Chongqing et Xi'an jusqu'en Europe, réduisant le temps de voyage de mois à quelques jours seulement. Des trains de marchandises qui auraient été inimaginables arrivent maintenant à Varsovie, Madrid ou Londres, transportant électronique, machines et textiles, la nouvelle version de la soie, de la porcelaine et du thé. En mer, des entreprises chinoises ont investi dans des ports allant du Sri Lanka à la Grèce, construisant des routes maritimes modernes qui reflètent les anciens chemins des marchands et explorateurs. Mais la nouvelle route de la soie n'est pas seulement économique, elle est aussi profondément politique. Chaque autoroute, chaque pipeline, chaque port est un fil dans une tapisserie beaucoup plus grande du pouvoir mondial. La Chine la présente comme une situation gagnant-gagnant, une façon pour les pays en développement de se moderniser, pour les régions de croître et pour le commerce de prospérer. Mais les critiques affirment qu'il s'agit aussi d'une manière pour Pékin d'étendre son influence, de créer une dépendance et de remodeler l'ordre mondial à son image. Certains parlent même de diplomatie de la dette, accusant la Chine de proposer des prêts que les petits pays peinent à rembourser, lui donnant ainsi du levier sur leurs économies et politiques. Ce qui est intéressant, c'est à quel point tout cela rappelle la vieille route de la soie. À l'époque aussi, le commerce ne concernait pas seulement les biens, il concernait le pouvoir, les alliances et le contrôle. Les empires comme les Han, les Perses et les Mongols comprenaient que celui qui contrôlait les routes contrôlait la richesse du monde. Aujourd'hui, le combat ne se fait plus avec des armées, mais avec des contrats, des ports et des câbles de données. Voyagez sur certaines de ces nouvelles routes, et vous verrez des échos du passé partout. L'Asie centrale, autrefois oubliée après la chute de l'ancienne route de la soie, est à nouveau animée. Des villes comme Samarcande et Almaty réapparaissent comme centres de transport et de commerce. En Afrique, de nouveaux ports et routes financés par des investissements chinois transforment les économies locales. Même l'Europe, autrefois l'extrémité de l'ancienne route, se retrouve reliée à l'Est d'une manière inédite depuis des siècles. Mais la route de la soie moderne ne transporte pas seulement des marchandises, elle transporte technologie, culture et idées. Des routes de la soie numériques émergent, reliant les nations via des centres de données et des lignes de communication. Les programmes éducatifs, les partenariats médiatiques et le tourisme contribuent tous à façonner la manière dont la Chine se présente au monde. Tout comme l'ancienne route de la soie diffusait religion, invention et philosophie, la nouvelle diffuse technologie, modèles politiques et récits culturels. Bien sûr, il y a des défis. Certains projets ont été ralentis, certains pays ont résisté, d'autres renégocient les termes. La politique mondiale, les pandémies et les alliances changeantes ont freiné le rythme. Pourtant, la vision reste, un réseau qui pourrait redéfinir les interactions entre continents avec la Chine au centre. Ce qui rend cette histoire fascinante, c'est la manière dont elle brouille la ligne entre passé et présent. Les mêmes motivations qui animaient commerçants et empereurs il y a 2000 ans, ambition, richesse et connexion, motivent encore les nations aujourd'hui. Les outils ont changé, mais le rêve reste intact. La route de la soie moderne n'est plus une question de soie. Il s'agit de pipelines traversant les déserts, de trains de marchandises glissant sous les Alpes, de satellites en orbite et d'un monde numérique qui ne dort jamais. Il s'agit de la conviction que la connexion apporte le pouvoir, une leçon apprise il y a longtemps, sur des routes poussiéreuses où marchands, nomades et moines croisaient leurs chemins. Et peut-être est-ce le vrai secret de la route de la soie, ancienne ou moderne. Elle n'a jamais été seulement une question de commerce. Il s'agit de qui façonne le flux du monde. Alors que la Chine réinvente sa place dans ce flux, le reste du monde observe attentivement, se demandant si l'histoire se répète, seulement avec des trains plus rapides, une politique plus aiguë et une nouvelle soie tissée de données et d'ambition.